je vais essayer de voir avec vous quelles sont, quand on construit une éducation de l'attention, quelles sont un peu les choses indispensables et essayer de vous montrer qu'il y a une logique à ça. Il y a beaucoup de choses qu'on sait sur l'attention, qu'on connaît très bien depuis 50 ans et qui ne sont pas encore diffusées dans les classes. Mais c'est là-dessus déjà qu'on peut s'appuyer pour envisager une éducation de l'attention. Par exemple, et donc ça me permet de commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on sait très bien que quand on prévient quelqu'un de ce à quoi il doit faire attention dans une tâche, par exemple quand vous avez sur un écran, vous avez des petites choses qui vont apparaître à gauche, à droite, en haut. Si on vous dit que il va falloir répondre le plus rapidement à quelque chose qui va apparaître sur la gauche plutôt que sur la droite, eh bien vous allez être plus rapide, vous allez réagir plus vite que si on vous donne aucune indication. Donc ça, c'est simplement l'idée qui est vraiment une idée de bon sens, hein. C'est que voilà, si on vous dit à quoi vous devez faire attention, vous allez plus facilement y arriver. Je ne sais pas si vous voyez à quel point on en est en termes de truisme, c'est tellement évident. Et pourtant, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne en classe que si un élève a des problèmes pour se concentrer, première chose à faire, c'est déjà est-ce que son attention est bien placée? Est-ce que l'élève a conscience de ce à quoi il doit faire attention? Et donc, ça nous amène dans un champ de réflexion qui est au sujet de la cible et qui est assez passionnant. Parce que ce qu'il y a au bout du chemin, quand on commence à travailler sur cette idée de cible, c'est que quelle que soit l'activité qu'on fait, il y a une façon de placer son attention qui rende la tâche plus facile. Et ça, c'est un peu un filigrane, c'est un peu un leitmotiv dans toute éducation de l'attention. Ce qu'on recherche, c'est pas tellement de la contrainte ou de la discipline, on recherche surtout de la facilité. Il y a plein de façons de faire attention, de placer son attention quand on aborde une tâche, même si c'est juste passer l'éponge sur une table. Il y a toujours une façon de faire qui fait que la tâche devient plus facile, qu'on remarque plus ce qui ne va pas et qu'on corrige plus rapidement. Si vous ne faites pas attention à la bonne cible, si votre attention est mal placée, vous n'allez pas remarquer que quelque chose ne va pas. Si par exemple, si je suis dans un cours de PS, ou plutôt de motricité, enfin chez les plus jeunes, voilà, et qu'on m'apprend à faire la roulade, ou qu'on m'apprend à faire une roue, eh bien, si je ne fais pas attention à la position de mes jambes dans l'espace, je ne vais pas remarquer que mes jambes sont pliées, par exemple. Alors qu'une belle roue, c'est une roue avec les jambes bien tendues. Donc il faut bien qu'au moment où je fais ma roue, que mon attention, elle soit portée sur ces sensations qui m'indiquent si oui ou non mes jambes sont droites. Si au même moment je suis en train de faire attention aux petits copains ou à n'importe quoi, je ne vais même pas remarquer qu'il y a un problème. Donc si vous ne faites pas attention à la bonne cible, et ça doit être, c'est ce qui en fait permet une réflexion sur la cible. La cible, la bonne cible pour mon attention, c'est ce que je ne peux pas me permettre de ne pas remarquer, percevoir. C'est ce qui doit déterminer ma réaction. Et la cible, elle n'est pas forcément si facile. Par exemple, si vous, en tant qu'enseignant, vous voyez cet enfant qui est en train de faire sa roue, c'est-à-dire qu'il est évident pour vous que l'enfant a les jambes qui ne sont pas tendues, par exemple, parce que vous le voyez visuellement. Mais évidemment, pour l'enfant qui est en train de faire sa roue, il ne peut pas voir ses jambes. Donc ça veut dire que l'information, il doit y avoir accès d'une autre façon qui est par la proprioception, c'est-à-dire la conscience de la position de ses membres dans l'espace, sans regarder. Donc vous voyez que déjà, la cible que vous pouvez avoir en tant que personne extérieure, l'enfant, n'est pas la même. Vous ne pouvez pas lui dire de regarder, vous ne pouvez pas lui proposer votre cible à vous parce qu'elle n'est pas bonne. Et puis, il va y avoir, là j'embraye, je ne sais pas à quel point, enfin n'hésitez pas à me poser des questions, la notion de cible experte. Une cible experte, c'est quoi? C'est une cible qu'un expert peut viser. Il peut faire attention à ceci ou cela. Et un novice qui ne connaît pas ne peut absolument pas y faire attention. Donc, je vais vraiment embrayer sur cette histoire d'attention, de cible. Une façon de voir la cible, c'est aussi d'imaginer que dans votre cerveau, vous avez des petits détecteurs. Alors, c'est vrai, d'une certaine façon,
Par exemple, dans votre cortex visuel, qui est situé à l'arrière de la tête, vous avez des régions avec des neurones qui vont être plus spécifiquement sensibles à certaines couleurs. C'est-à-dire que concrètement, si vous voyez un objet rouge, certains neurones, un peu spécialisés dans la détection de la couleur rouge, vont réagir. Donc il faut imaginer comme ça ces détecteurs de sons aigus, de toutes choses, de certaines odeurs et compagnie. L'attention, ça va être un processus qui permet, enfin, ça va être en fait une amplification de la réactivité de ces détecteurs. Le détecteur va réagir beaucoup plus rapidement si ce pourquoi il est spécialisé est présent. Par exemple, si je vous demande en ce moment de vous tourner et de chercher un habit rouge, quelqu'un qui a un habit rouge, eh bien vous allez trouver au premier coup d'œil. Pourquoi? Parce que vous avez ce détecteur-là et vous allez augmenter sa sensibilité pour que dès l'instant où votre œil passe sur quelque chose de rouge, ça fasse bip en gros. C'est-à-dire que les neurones réagissent et signalent la présence d'un objet rouge à tout le reste du cerveau. C'est un peu comme un détecteur de fumée finalement. Où soit vous le rendez, faudrait imaginer qu'on puisse changer la sensibilité pour que s'il y a un tout petit peu de fumée, il bip tout de suite, ou alors il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de fumée. Bah, le tout petit peu de fumée, en fait, c'est ça, c'est vraiment quand vous faites attention. Ce qui amène à prendre assez facilement la notion de sélectivité, c'est-à-dire que quand on rend sensible un détecteur, eh bien les autres détecteurs vont plutôt avoir tendance à se calmer, à moins réagir. Donc c'est pour ça qu'il va être difficile de faire attention à plusieurs choses en même temps. Et puis donc cette idée de détecteur de cible experte. Imaginons que tout simplement, je vous fais entendre une certaine note. Voilà, je joue une certaine note au piano et je vous demande de me dire si à un moment vous entendez la note Do. Eh ben, pour beaucoup de gens, enfin la plupart des gens qui n'ont pas l'oreille absolue, vous n'avez pas un détecteur de Do. Vous n'avez pas des neurones qui à un moment vont réagir dès que vous entendez la note Do. Donc en fait, vous n'êtes pas capable de trouver la note Do parmi celles que j'ai jouées. Vous n'êtes pas capable de porter votre attention spécifiquement à la présence, à cette note Do, pour en détecter la présence ou l'absence. Là, par exemple, on parle d'un détecteur expert qui éventuellement peut se développer. Mais de façon générale, imaginons que, autre question, je veux savoir si j'ai une histoire, je veux savoir si elle tient debout, si elle est cohérente, si l'histoire que j'ai écrite est cohérente. C'est-à-dire que, face au texte que je suis en train de relire, il faut que j'allume un certain détecteur qui me signale si à un moment il y a une incohérence. C'est-à-dire que mon attention va être utilisée pour détecter tout problème par rapport à ce critère de cohérence. Bah, ce n'est pas du tout évident qu'un élève ait cette capacité à faire attention à ça. À quoi il faut faire attention pour savoir que quand on lit, à un moment, il y a un passage qui est incohérent. C'est qu'il y a un problème de logique entre deux idées qui suivent, par exemple. Ou alors il y a une contradiction. Bon, ben, être capable d'utiliser son attention pour repérer une contradiction dans un argument, dans un texte, c'est une façon d'utiliser son attention. C'est-à-dire que la cible qu'on va utiliser, la cible de l'attention, ça va être ce caractère cohérent ou incohérent, logique, illogique, de contradiction. Donc là, on est vraiment dans une utilisation de l'attention sur des cibles que peut calculer le cerveau, c'est-à-dire que chez un expert, le cerveau est capable, à partir de l'information qui arrive au sens, les petites lettres, les petits traits qui sur la page blanche, qui constituent les lettres, qui ensemble constituent les mots, construction de phrases, extraction du sens, et à partir de l'extraction du sens, extraction de la logique de l'ensemble. Vous voyez, ça c'est des opérations que réalise le cerveau, que peut réaliser le cerveau d'un expert, et qui permettent ensuite à l'attention d'aller se placer sur des choses de très haut niveau. Et une grande partie du système scolaire, de l'apprentissage, de n'importe quelle matière en fait, consiste à développer progressivement cette capacité à faire attention à des choses de plus en plus abstraites, de plus en plus haut niveau. Et c'est important à savoir parce que quand on commence à réfléchir à sa propre pratique,
en se disant, mais finalement, j'ai cet exercice de géométrie ou j'ai cet exercice-là un petit peu d'histoire. À quoi je fais attention réellement? Mon attention est sur quoi? Eh ben, la bonne façon de se poser la question, c'est qu'est-ce qui va me faire réagir? C'est-à-dire que si je le vois, si je le sens, si je détecte la présence de quelque chose, ça va me faire réagir. Ben, ça veut dire que je dois me mettre dans un état de sensibilité particulier à cette chose-là. Qui peut être aussi simple que pour des tout petits, enfin dès qu'ils commencent à maîtriser la lecture, on leur demande de vérifier que dans une phrase, qu'il y a bien une majuscule après chaque point. Eh bien, la relecture, ça va être une relecture avec le détecteur de points. Dès qu'il y a un point, c'est ça que je dois regarder, c'est ça qui est important, je vérifie que derrière, que la lettre suivante est en majuscule. Donc la cible est ici hyper concrète. Une fois qu'on a montré ce que c'est qu'un point à quelqu'un, il sait trouver les points dans un texte. Et après, il faut qu'il soit capable de dire si une lettre est en majuscule ou une minuscule. Mais on est dans un acquis qui est vraiment de bas niveau. Mais au fur et à mesure que l'enfant va progresser dans sa scolarité, la cible, il va utiliser son attention pour se rendre sensible à des choses qui sont de plus en plus abstraites. Et si vous vous trompez, si un enfant, vous lui proposez une cible qui ne peut pas comprendre, parce qu'il n'a pas accès, c'est pas dans ses acquis, il va être complètement paumé. Il ne va pas être attentif, mais c'est normal parce qu'il ne sait pas du tout trouver sa cible. Il ne sait pas du tout régler son cerveau pour faire attention à cet élément-là en particulier. Et à l'inverse, quelqu'un qui a des acquis, si vous basculez sur des cibles beaucoup trop élémentaires, vous allez complètement perdre l'adhésion de cet élève. C'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre ce que vous lui demandez. Il va dire, mais vous me faites perdre du temps, en fait. Moi, je vais beaucoup plus vite que ça. Donc, il y a ça à avoir en tête quand on réfléchit à la cible. Et évidemment, donc, comme je vous dis, plus on est avec les petits, plus on leur dit, est-ce que tu es attentif? Oui, mais à quoi? Eh bien, je suis en train de découper un cercle, par exemple. J'ai une petite figure, j'ai tracé un cercle sur ma feuille, et puis avec mes ciseaux, je suis en train de découper. À quoi je dois faire attention? Par exemple, ça va être le fait que mes ciseaux sont toujours bien tangents par rapport au cercle. Donc c'est ça que je dois regarder en priorité, pour vérifier, pour réaligner mes ciseaux si jamais à un moment ils sont trop... l'angle n'est pas bon. Bon, ça c'est quelque chose d'extrêmement concret auquel l'élève va pouvoir faire attention. Mais voilà, c'est très intéressant en fait quand on a des activités, et même je vous encourage à le faire pour vous-même, dans vos propres activités, vos hobbies, n'importe quoi. Trouvez des cibles qui vous rendent les choses plus faciles. À quoi vous faites attention? Et j'ai un exemple, c'est un enseignant qui faisait de la randonnée, qui me disait que pendant longtemps, quand elle marchait en forêt, cette personne, elle faisait attention juste devant ses pieds. Elle avait le regard braqué devant les pieds pour vérifier qu'il n'y avait pas une racine, un rocher, etc. Et en fait, elle me disait qu'elle prenait aucun plaisir à randonner, parce qu'évidemment, tout le paysage lui passait à côté sans qu'elle le remarque. Et à un moment, elle a remarqué par elle-même qu'en fait, elle pouvait relâcher cette espèce de crispation et élargir son champ attentionnel pour avoir une sorte de vue globale de tout le chemin, avec les arbres, etc. Et que finalement, elle tombait pas plus. Et ça a été une transformation parce qu'à un moment, elle a commencé à aimer la randonnée. Et c'est simplement un changement de cible. Ça paraît assez trivial, mais c'est un changement de cible. Et puis, il faut savoir que les cibles, que l'attention peut se porter sur des choses qui sont à l'extérieur de nous, mais également à des choses qui sont à l'intérieur de nous. Donc là, pour ça, il faut avoir un petit vocabulaire qu'on met en place avec les élèves. Par exemple, la notion d'image mentale. Qu'est-ce que c'est qu'une image mentale? Qu'est-ce que c'est qu'une image qu'on voit soi dans sa tête et que les autres ne voient pas? Par exemple, dans Atoll, on va demander, là je pourrais vous demander d'imaginer un cheval blanc. Et puis je peux vous demander de quel côté il regarde. Est-ce qu'il regarde vers la gauche ou vers la droite? Et la troisième question, c'est comment vous le savez? Si vous êtes capable de répondre à cette question. Eh bien, si vous êtes capable de répondre à cette question, la plupart des gens vont dire, je le vois. Mais vous voyez quoi? Moi, je vois rien. Ce que vous voyez, c'est quelque chose qui ressemble à une image. Et on se met d'accord comme ça sur ce qu'est une image mentale.
Et vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas vraiment une image. En fait, une image, c'est vraiment parfaitement détaillé et tout. Je dis, non, 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 non. Mais ça, c'est une image mentale, ça suffit. Ce petit flash qui a à peine existé, qui est parti immédiatement. On va appeler ça une image mentale. Parce que c'est pas un son. C'est plus une image qu'un son. Et une fois que vous avez, désigné cette cible possible, eh bien, ça va permettre, par exemple, avec un élève à qui vous demandez de raconter son week-end, éventuellement de le raconter par écrit, de voir que les moments où tout d'un coup, il vous parle, mais qu'il s'arrête, il s'interrompt, c'est parce que son attention n'est plus sur l'image mentale de ce qui lui revient de son week-end, qu'elle est sur 3 camarades de la classe qui sont en train de faire le pitre. Donc l'image mentale a disparu, donc sa cible a disparu. Or, c'était la connexion à cette cible qui alimentait en fait les discours. Donc vous voyez, ah, mais en fait c'est un problème de cible, c'est que ton attention, il y a une discontinuité, elle devait être sur une cible, sur tout ce qui te revenait du week-end sous forme d'image mentale. Et après, en fait, tu n'avais qu'à décrire ce que tu voyais apparaître. Et puis tout d'un coup, cette connexion a disparu, l'attention s'est portée sur autre chose qui n'alimente plus le discours. Et voilà. Et donc ça explique en fait l'interruption. Ça explique que aussi, par exemple, qu'un élève qui doit faire un exposé en classe et qui est un peu timide, là encore, quand vous faites un exposé, souvent vous avez en tête la suite des choses que vous voulez raconter. Une sorte de fil rouge, qui est souvent mental, qui est sous forme d'image mentale, généralement. Eh bien, si l'enfant qui est timide et qui va être dans un état de surréceptivité, de sursensibilité à tous les signes sociaux, de réaction des autres, de vous aussi, vos expressions de visage, est-ce que vous froncez les sourcils, donc surréactivité à ça, en fait, va être totalement distrait par ça. C'est-à-dire que son attention va régulièrement quitter le fil rouge pour aller se porter sur ces éléments-là, et vous allez voir l'enfant qui ne sait plus quoi dire. Donc là, vous voyez, en fait, le fait d'avoir réfléchi à la cible, à ce que c'est que cette cible, ça permet d'aller identifier des problèmes qui sont en fait des problèmes attentionnels et de dire, une fois que la cible elle est bien définie, tout ce que tu dois faire, c'est si jamais tu remarques que ton attention part, c'est la ramener sur la cible. Comment est-ce que vous pouvez ramener votre attention sur votre cible si vous ne savez pas quelle est votre cible? On est vraiment dans du bon sens. Donc le travail sur l'attention doit commencer par un travail de réflexion sur la cible qui va ensuite amener un travail sur la continuité. Et il y a un terme dans la toile qui va être important, c'est celui de perception, que j'ai déjà évoqué, pour désigner la cible, c'est-à-dire que de façon un petit peu interchangeable, on va parler d'attention, de cible ou de perception. L'attention, elle se pose toujours sur une perception, sur quelque chose qu'on perçoit. C'est quelque chose qu'on perçoit, c'est-à-dire qu'on remarque. Et c'est ce qui permet en fait tant qu'on pense que l'attention, elle se pose sur des objets, des choses, on est coincé parce que comment voulez-vous être attentif à la qualité, la musicalité d'un morceau de musique? Si la musicalité, c'est quelque chose qu'on va percevoir à un moment, ça va nous apparaître que le morceau, il y a certaines qualités d'un morceau de musique et que c'est à ça qu'on fait attention. Donc ça permet en fait d'étendre très largement le répertoire de ce à quoi on peut faire attention de cible. Un petit exercice que j'aime bien, et puis après peut-être quand on parole d'échange, c'est simplement de vous dire, je répète, pata, 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 pata. Donc, pata, 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 pata. Certains d'entre vous vont entendre pata, pata, pata. Et d'autres vont entendre tapa, tapa, tapa. Et vous pouvez même basculer entre les deux. Et simplement, une illustration que dans un cas, vous faites attention à, vous percevez tapa, tapa, c'est à ça que vous faites attention. C'est à ce motif-là. Et dans l'autre cas, vous faites attention, ce que vous percevez, vraiment, le motif que vous percevez, c'est pata, pata, et votre attention est dessus. Alors que le son est exactement le même. Donc, vous jouez avec votre attention pour percevoir les choses différemment. Vous changez en fait ce que vous percevez. C'est tout bête, hein, mais c'est vraiment pour intégrer cette différence entre le signal sonore lui-même, qui n'est pas la cible de l'attention. La cible de l'attention, c'est une perception, c'est ce que vous en percevez. Et c'est ça qui va permettre de définir comme cible, par exemple, quand vous relisez un texte, la sensation que certains mots sont mal écrits.
ce qui serait bien difficile sinon si on était coincé sur simplement au fait qu'on fait attention à la feuille. Je vous propose de voir ce que ça donne déjà, ces idées-là. Est-ce que ça vous fait un petit peu réagir avant de continuer sur la suite? Donc je vous rends le micro. Je ne sais pas comment. Est-ce que quelqu'un peut peut-être relayer les La questions première question est la plus difficile, mais je suis sûre que Ah quelqu'un bah va très se bien. lancer. Ah oui, elle n'est pas difficile pour moi. Il n'y a pas de question idiote, hein. Oui. Bonjour, j'avais une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure sur le fait que l'apprentissage de l'attention était comme un instrument de musique et que du coup, il fallait du temps. Et j'aurais voulu savoir si vous pouvez nous indiquer à partir de quand, à quel moment ou quel âge, ou en tout cas donner des indications à partir de quand cette attention peut déjà être initiée. Dès la naissance, j'ai envie de dire. Non, presque. On peut commencer très très jeune. Le simple fait de raconter une histoire à un très jeune enfant et de vous interrompre quand l'enfant a son attention qui part ailleurs, vous lui signifiez que vous attendez quelque chose de lui ou d'elle. Vous attendez une forme de connexion. Et donc, et du coup, vous valorisez l'attention dans votre famille ou avec des petits-enfants. C'est déjà une indication de ce qu'est l'attention, qu'il y a eu un changement entre le moment où l'enfant vous écoutait et le moment où l'enfant ne vous écoute plus. Il s'est passé quelque chose et vous attirez l'attention, c'est le cas de le dire, de l'enfant là-dessus. En hiérarchisant, en disant bah, je préfère cet état plutôt que cet état-là. Donc il y a une éducation à l'attention. Vous prenez des enfants de 3 ans, même de la toute petite section, vous prenez 2 peluches face à face, vous faites jouer une petite scénette ou avec 2 peluches de marionnettes, une qui raconte des choses et l'autre qui à un moment part en plein milieu. Bah, ça va faire rire les enfants parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc ils vont vous attirer l'attention sur cette déconnexion et sur ce que ça produit. Vous commencez à participer à une prise de conscience. Donc on peut commencer une éducation de l'attention extrêmement jeune et puis après évidemment bah, plus on avance en âge, plus on va pouvoir être technique en termes de vocabulaire, préciser des cibles de plus en plus abstraites, commencer à parler de cibles attentionnelles qui sont mentales, comme les images mentales, la petite voix aussi. Donc en fait, mais on peut commencer très jeune. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'adore les questions idiotes. Une question arrive. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, dans une situation de classe habituelle où le professeur dispense en même temps un langage parlé et un langage écrit, comment faire pour que l'élève puisse hiérarchiser ses cibles d'attention au regard d'une tâche ultérieure à accomplir? C'est-à-dire qu'il laisse de côté un certain nombre de parties du langage écrit ou parlé qui sont déjà posées par le professeur comme inutiles, mais qu'il n'exprime pas en tant que tel, mais que l'élève, lui, sache faire ses choix. Comment ça se passe? C'est très complexe, non? Oui. Trois éléments de réponse. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut avoir une vigilance particulière pour ne pas offrir, ou le minimum, d'offrir des cibles incompatibles à l'élève. Si vous distribuez un document écrit et qu'en même temps vous êtes en train de faire une explication, l'élève va assez naturellement regarder ce que vous lui avez donné, commencer à lire. Et donc, il y a une division de l'attention. Là, l'attention, elle est à la fois sur le texte et sur ce que vous dites. Et donc, ces deux cibles sont incompatibles. Donc, ça va créer une sorte de conflit, d'interférence qui n'est pas forcément bon. Quand on commence à rentrer dans une éducation de l'attention, on va naturellement avoir des petites adaptations de ces gestes pédagogiques. Ça ne veut pas dire que parfois, deux types de cibles parfois, deux types de cibles peuvent aller ensemble. Si par exemple, je vous montre, je sais pas, n'importe quoi, je suis en train de sculpter, je vous montre comment sculpter, et
pendant que je vous montre le mouvement, je vous demande de faire attention au son que ça fait, au son que fait le marteau. En fait, l'aspect visuel et l'aspect auditif vont ensemble. Ils constituent une sorte de même objet multisensoriel. Et donc, il n'y a pas de division de l'attention entre l'audition et la vision dans ce cas-là. De la même façon, si vous expliquez quelque chose en montrant et que l'explication correspond bien à ce que vous êtes en train de montrer, il n'y aura pas de division de l'attention, d'écartement de l'attention entre ce que vous êtes en train de montrer, l'aspect auditif et visuel. Donc ça, c'est des petites habitudes à prendre. Après, vous parlez d'informations ou d'éléments dans ce que vous dites, dans ce que vous proposez qui sont moins utiles que d'autres. Soit c'est explicite, c'est-à-dire vous dire ça pour l'instant, vous n'y faites pas attention. L'attention, elle doit être là-dessus, c'est-à-dire que vous êtes explicite sur la cible de l'attention, ce qui va évidemment aider les élèves. Soit, ce qui se passe plus généralement, c'est que l'attention, elle peut découler assez naturellement de l'intention. L'intention. Si par exemple, vous montrez un texte et vous me demandez de repérer les mots qui sont en majuscules et de les souligner, assez naturellement, mon attention va se porter sur ce caractère, voilà, sur la taille des lettres. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas à préciser la cible, vous précisez simplement l'intention. Souvent, c'est ce qui va se passer. Mais là aussi, attention au fait de ne pas avoir deux intentions contradictoires et que l'intention soit claire et unique. Ça, j'y reviendrai. C'est un grand service qu'on peut rendre aux élèves, c'est de s'assurer ou de mettre en place les conditions pour qu'à chaque instant, ils puissent agir avec une intention claire et unique qui permet à leur cerveau en fait, de faire le tri efficacement entre ce qui est utile ou inutile. Donc, vous avez des situations où l'intention entraîne naturellement la cible, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de la détailler, c'est évident. Et puis d'autres moments où il faut quand même aider l'élève en disant ok, peut-être que ton attention, elle doit être là-dessus. Voilà, donc j'espère répondre un petit peu à la question. Merci. Bonjour. Je remarque que Bonjour. derrière vous, il y a des grands murs blancs. Du coup, notre attention est focalisée sur votre visage. Du coup, moi, je le transpose dans une salle de classe, notamment en primaire, où il y a beaucoup d'affichage. Est-ce que les affichages permettent aux élèves de cibler leur attention ou bien au contraire, cela peut nuire à leur attention? C'est exactement, vous voyez, je faisais l'introduction sur le fait que parfois vous êtes les mieux placés pour répondre à ces questions. Il y a deux éléments qui vont faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Le premier, c'est le fait qu'effectivement, si vous avez des couleurs vives, des formes, etc., ça va naturellement avoir tendance à attirer l'attention des élèves. Donc on peut considérer ça comme des distracteurs. Ceci dit, vous ne mettez pas n'importe quoi dans les classes, donc quand même, souvent, ce qu'il y a d'affiché, ça contient de l'apprentissage. Ça contient des éléments qui sont intéressants pour l'élève, mais qui ne vont pas forcément être ceux auxquels l'élève doit faire attention au moment de sa tâche. Donc là, dans ce cas-là, on pourrait dire oui, distraction. L'autre élément à prendre en compte, qui fait plutôt pencher la balance dans l'autre sens, c'est que la première chose, vous avez un effet qui s'appelle l'habituation, qui est que quand vous êtes tout le temps dans le même environnement avec les mêmes choses, qui ne changent pas, votre cerveau a compris ce que c'était et il va y avoir une salience très réduite, c'est-à-dire une capacité à attirer l'attention beaucoup plus réduite de ces contenus. On va y faire beaucoup moins attention, à la limite, on va même plus les voir. C'est l'histoire de la personne qui habite à côté d'une voie de chemin de fer et qui remarque même plus qu'il y a des trains qui passent, alors que c'est hyper évident pour n'importe qui arrivant là. Et puis, l'autre chose à prendre en compte, c'est quand même que vous avez, et j'en parlerai, le circuit de la récompense, qui est un circuit qui crée une sorte d'attirance pour tout ce qui est amusant, stimulant, etc. Et qui, à l'inverse, déclenche des comportements d'évitement ou de fuite de tout ce qui est neutre, triste, désagréable. Le fait de créer un cadre qui est agréable pour les élèves, c'est quand même un moyen de se mettre le circuit de la récompense un petit peu dans sa poche. C'est-à-dire qu'il va être un petit peu stimulé par l'environnement et donc l'enfant va être moins dans une attitude, par l'activité de son circuit de la récompense, un peu de rejet de cet endroit.
Il va être moins en conflit en train de se dire une partie de mon cerveau qui me dit que je devrais être là parce que c'est la classe et l'autre partie qui me dit que je ne devrais pas être là, je devrais faire autre chose. Donc il y a ces éléments à prendre en compte. Voilà. Et puis avec parfois des choses qui sont étonnantes. Moi, j'ai des souvenirs de CP où j'avais l'alphabet qui était écrit dans un coin de la pièce avec des voyelles qui étaient écrites en couleur. Et je sais que pour moi, il y a encore, c'est resté, le A c'est vert, le E c'est noir, le I c'est rouge. Et je suis sûr que c'est parce qu'il y avait des couleurs de ces lettres qui pendant toute l'année me sont allées dans la tête. Si vous mettez la frise des rois de France, ça peut être intéressant aussi qu'à force, ça imbibe, que ça fasse partie du quotidien de l'élève. Donc voilà, c'est une non-réponse. Je vous laisse décider. Merci. Encore ? Après, pour vous repérer un petit peu, je vais vous parler de la stabilité de l'attention. Et ensuite, je vais vous parler de la concentration. Et puis, je terminerai sur la notion d'intention et de tâches complexes. Bonjour. Je voulais poser une question. Certains élèves ont besoin de faire autre chose. Par exemple, jouer avec un stylo qu'ils font tourner au bout de leurs doigts, ou pour beaucoup d'entre eux, dessiner ou colorier les cases de leur cahier. Longtemps, j'ai considéré que ça pouvait être une distraction et qu'ils perdaient l'attention à apporter au cours. Et puis, il m'a été expliqué que ça pouvait aussi permettre à ces jeunes de se focaliser sur quelque chose de tout autre pour qu'ensuite leur attention soit finalement meilleure sur ce que nous, on leur apportait comme savoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, comment on peut interpréter ce fait ? Je pense que vous avez la bonne réponse. C'est-à-dire que vous savez, l'immobilité, c'est pas l'état par défaut du corps et du cerveau. Le cerveau, en fait, il est un petit peu programmé par habitude à réagir un petit peu à tout ce qu'il y a autour. Vous le voyez quand vous téléphonez, que vous avez un stylo, et si vous avez une main libre, parfois votre main va saisir le stylo et va se mettre à dessiner des trucs. C'est par habitude, stylo égale prendre, égale écrire, ou dessiner. Donc, ce que ça fait, c'est que, et c'est particulièrement vrai chez les enfants jeunes, il y a une tendance au mouvement permanente. Et quand vous leur demandez d'être immobile, en fait, vous sollicitez une zone du cerveau qui fait partie du système exécutif, c'est-à-dire du système en charge également de l'attention, etc., à l'avant du cerveau. Et vous lui demandez une tâche qui est une tâche d'inhibition, donc d'inhiber ses mouvements. Ça peut devenir une vraie tâche en soi, c'est-à-dire que ça demande à l'élève de se concentrer pour ne pas bouger. Et si en plus vous lui demandez d'être concentré sur l'apprentissage, vous le mettez en double tâche. Donc problème. Vous allez le fatiguer en fait, ça va le fatiguer de devoir rester immobile tout le temps, puis à un moment ça va relâcher comme un ressort et il va se mettre à bouger dans tous les sens. Donc le fait d'autoriser ces petits mouvements, ça va relâcher cette contrainte d'inhibition et donc alléger la charge du système exécutif et de toutes ces régions de haut niveau qui contrôlent également l'attention et le comportement. Donc c'est pas idiot, mais faut voir comment on le fait. Alors, la première règle, c'est que ce qu'on autorise à faire à l'enfant ne doit pas gêner les autres. Parce que sinon, l'enfant, il devient un distracteur pour les autres et ça, c'est pas très bon. Donc, ça doit être discret, mais ça, c'est une évidence. Et l'autre chose, et c'est là où une éducation de l'attention peut être intéressante, c'est que en fait, il y a des moments où c'est OK et des moments où c'est pas OK. L'enfant qui dessine, par exemple, son attention, elle est sur ce qu'il dessine, même s'il n'est pas forcément très concentré sur ce qu'il est en train de dessiner, parce qu'il n'est pas en train de faire un chef-d'œuvre. Son attention visuelle est quand même sur le dessin. Eh bien, si vous êtes en train de montrer quelque chose au tableau, il y a un conflit. L'attention, elle ne peut pas être sur les deux en même temps. Donc ça, il faut que l'enfant soit capable de le reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a des moments où cette tâche secondaire, elle est possible, autorisée, et elle ne vient pas gêner, et des moments où, au contraire, elle vient gêner. Vous avez beaucoup de gens ont fait l'expérience aussi, quand ils sont en train de conduire, de mettre la radio, puis à un moment, il y a du brouillard où il faut chercher son chemin, donc il faut se concentrer et on éteint la radio parce que ça devient gênant. Et ça vous fait bien saisir le fait que une tâche qui a l'air complètement anodine ou demande très peu exigeante sur le plan de la concentration, quand vraiment il faut être concentré au maximum, elle vient gêner quand même parce qu'elle demande un petit peu d'attention. Donc c'est une question de moment.
Et ça me permet d'aborder ce point sur lequel on insiste bien dans Atoll, qui est de signifier aux élèves, autant que possible, les moments où il va falloir être très concentré. Et si possible, ça dépend de l'âge, de préciser la durée. Vous dites, tiens, bah, à un moment, là, j'aurais besoin de votre pleine attention continue pendant peut-être 5 minutes, ou alors un petit sablier, etc. Et puis ensuite, ce sera un peu plus tranquille. Donc ça veut dire définir ce qu'on appelle à un moment plus tranquille, qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé. Mais ces systèmes de code, si en plus de ça, l'enfant a compris par une éducation de l'attention en quoi le fait de dessiner est contradictoire avec le fait de regarder une carte au tableau, ou pourquoi ça le gêne parfois, eh ben, ces règles, elles vont être acceptées, beaucoup plus acceptées par les élèves, et qui vont être capables de s'autoréguler et de dire, ok, ben, là, je lâche mon petit crayon, je lâche mon fidget, etc., pour vraiment me concentrer, puis après, j'y reviens. Donc voilà, en fait, c'est une réponse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas interdire. C'est pareil, laisser les élèves se déplacer dans la classe, ça dépend du moment. Il y a des moments où c'est bien, où ça ne gêne pas, ça ne vient pas gêner l'apprentissage. Il y a des moments où ça le gêne et il faut que l'enfant comprenne pourquoi et du coup, il va accepter que c'est différents types de moments. Très bien. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de cibles expertes qu'un novice ne pourrait pas viser. Moi, je travaille Oui. en lycée professionnel et parfois j'ai 30 élèves dans ma classe. Comment faire pour trouver la bonne cible pour les 30 élèves? On en vient un petit peu à un point essentiel qui est qu'il faut rendre les élèves autonomes. C'est-à-dire qu'il faut leur donner les éléments pour qu'ils commencent à réfléchir à leurs propres cibles et trouver les cibles qui leur conviennent. Parce que ces cibles expertes, un élève va être capable de placer son attention d'une certaine façon, avec une certaine cible, mais son voisin, qui n'a pas forcément les mêmes acquis, ça ne va pas lui aller. Donc vous ne pouvez pas, vous, faire ce travail pour les 30. Vous pouvez ponctuellement le faire, avoir une réflexion sur la cible avec un élève à un moment donné, quand vous sentez qu'il y a une difficulté, encourager à avoir cette réflexion. Mais sinon, il va falloir à un moment donné que ce soit l'élève qui prenne la responsabilité de sa propre attention. C'est général, hein. C'est-à-dire que moi j'aime bien dire aussi que quand vous essayez de forcer tout le monde à faire attention à ce que vous expliquez, dites, montrez, vous êtes en train de contrôler 25-30 cerveaux avec le vôtre un seul cerveau. Peine perdue. C'est un effort qui est 30 cerveaux, puis de toute façon, ce serait extrêmement présomptueux. Et puis, est-ce que même vous avez le droit éthiquement de le faire? C'est pas à vous de le faire. Vous pouvez essayer de mettre en place des conditions qui sont favorables à l'attention, mais à un moment, c'est à l'élève lui-même de prendre en charge sa propre attention. Il en est responsable. S'il veut pas écouter, et d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, une éducation à l'attention n'est pas une éducation à la motivation. Si vous avez un élève qui arrive en classe et qui est dans une attitude de totale rébellion, opposition par rapport au simple fait même d'être là, il ne va pas être attentif, mais ce n'est pas un problème d'attention, c'est un problème de motivation. Il faut travailler à un autre niveau sur le sens donné à l'apprentissage, etc. On peut un peu parler de motivation et y arriver par l'attention, certes, il y a un moyen, mais à la base quand même, ce n'est pas forcément des choses qui vont... vous n'allez pas tout régler avec une éducation de l'attention. Mais pour ça, en fait, il faut donner les bases. C'est-à-dire qu'il faut que les élèves soient capables de réfléchir à ces cibles, savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, expérimenter par eux-mêmes, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut une éducation de l'attention. Vous ne pouvez pas en claquant des doigts dire bon bah ok, choisissez la bonne cible et puis allez-y quoi. Mais voilà, donc il y a une partie du boulot qui est à vous, qui vous revient, enfin qui revient à la personne qui mène une éducation de l'attention, qui est de montrer, de pointer les leviers, les boutons et sur lesquels il faut appuyer. Puis après, c'est vraiment aux élèves de le faire. Merci. Il y a un truc qui est très... Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la technique du haut-parleur dans la méthode de pédagogie explicite. C'est, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, ça consiste en fait à faire un exercice en mimant une sorte de haut-parleur qui est sur votre cerveau. C'est-à-dire que vous décomposez, vous expliquez ce que vous faites dans votre tête pour arriver à faire l'exercice.
Je lis cet énoncé de mathématiques. Je le lis. Et au moment où je lis, je me fais une image mentale de ce qui est écrit. Il est question d'un cercle. Je vois un cercle. Ce cercle, il est coupé par une droite. Je vois la droite qui coupe le cercle, etc. Voilà ce que je suis en train de faire dans ma tête quand je fais l'exercice. Donc ça, c'est la base de ce qu'on appelle la pédagogie explicite, qui permet en fait de donner vos propres cibles. Puis après, de permettre une discussion où des élèves vont dire bah, « moi, j'arrive pas du tout à faire d'image mentale, j'y arrive pas. » Ou « mes images mentales, elles sont pas stables du tout. » Ok, très bien, bah, c'est bien de le dire, c'est bien de le verbaliser, c'est bien de le savoir. Peut-être que tu peux t'aider d'une feuille de papier et d'un crayon, etc. Donc voilà, c'est assez. Je sais que c'est assez en vogue en ce moment parce que il y a un vrai bien fondé à la pédagogie explicite, ça peut être réellement intéressant. Si vous voulez, c'est comme, c'est tout bête, hein, mais si vous apprenez aux enfants à lancer un poids le plus loin possible en athlétisme et que vous envoyez un qui vise le plus fort possible en visant ses pieds avec le poids et qui se plaint parce qu'il n'y arrive pas, les autres y arrivent. Ils arrivent à lancer très loin et lui, à chaque fois, le poids, il retombe au niveau de ses pieds. Ben, vous voyez ça et la première chose que vous avez envie de dire, c'est qu'il y a une erreur technique assez grossière, qu'il faut lancer le poids vers le haut avec un certain angle, que ça marchera mieux. Eh bien, dans la pédagogie explicite, il y a cette idée d'aller rendre explicite des choses qui sont des gestes, des techniques qu'on fait dans la tête et qui ne se voient pas de l'extérieur. Parfois, on s'y prend aussi mal, un élève va s'y prendre aussi mal que ça, que dans l'exemple du poids, mais simplement en n'utilisant pas sa petite voix ou pas d'image mentale ou ceci ou cela, en s'y prenant mal de façon assez grossière dans sa tête. Et le fait d'expliciter, de dire mais en fait comment tu fais, ça permet d'identifier ses erreurs. Bonjour Monsieur Lachaud. Mais il faut un vocabulaire pour ça. Alors moi j'aurais une petite question concernant les temps d'attention. J'enseigne en petite classe, en maternelle. Je voulais savoir si à ce jour on pouvait savoir s'il y avait des temps préférables pour exiger d'un petit enfant une meilleure attention et au niveau aussi de la durée de cette attention. Est-ce qu'on est en droit d'attendre un temps de concentration et d'attention enfin, quelles sont les limites qu'on peut demander à un enfant selon sa tranche d'âge? Alors, je vais vous titiller un petit peu parce qu'il me semble que j'ai commencé la conférence en parlant, justement avec précisément cet exemple, en disant que c'est un cas où c'est vous qui avez la réponse et qu'il n'y a pas de réponse scientifique parce que ça dépend de pas mal de choses. Voilà, je vous ai eu. Est-ce que vous voulez que je continue un petit peu et puis après, on reprend des questions? Et là, j'aimerais vous parler de stabilité de l'attention et de la concentration. Je ne vous ai toujours pas dit la différence entre attention et concentration, si ça vous intéresse. Enfin, de toute façon, j'ai prévu d'en parler. Donc, pourquoi est-ce qu'on se laisse distraire? Donc, on imagine un élève qui aborde une tâche, puis ça y est, il sait sur où placer son attention, sachant que, d'ailleurs, je dois le dire, l'attention, elle évolue. C'est-à-dire qu'au début, ça va être sur une cible, puis sur une autre, etc. Peu importe. Donc, ces cibles sont claires. Il sait à quoi il doit faire attention. Pourquoi est-ce qu'au bout de 15 secondes, son attention sera complètement partie ailleurs? Question. Qu'est-ce qui fait que l'attention part alors qu'on sait pertinemment où elle devrait être, où il faudra la placer, et malgré tout, elle part ailleurs? Pourquoi est-ce que quand vous m'écoutez, surtout dans un format de visio comme ça, avec sur un écran à distance sans que je sois présent, pourquoi est-ce que votre attention, elle va être sur ce que je dis, puis au bout d'un moment, il y a un bruit, il y a une pensée, elle part ailleurs? Eh bien, c'est simplement parce que vous n'avez pas un système dans le cerveau, mais au moins 3, qui décident à chaque moment de ce qui est le plus important. L'attention, elle se porte toujours sur ce que le cerveau considère comme le plus important, toujours. Mais cette importance, elle est donnée par au moins 3 systèmes qui sont parfois d'accord et parfois en désaccord. Donc ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir déjà, mais en tout cas, je vous le réexplique. Le premier système, c'est le système qu'on associe à l'attention volontaire, c'est-à-dire qu'on décide de faire attention à ceci. Parce qu'on est là, parce que ça correspond à notre intention, ce qu'on cherche à faire. On décide volontairement de placer son attention sur telle cible.
C'est un système qui occupe principalement la partie avant du cerveau, cortex préfrontal, qui au passage grandit, enfin se développe depuis le petit enfant jusqu'au début de l'âge adulte. Il n'est pas arrivé à parfaite maturité en 6e, par exemple. Il faut attendre 20-25 ans. Donc celui-là, il donne de la stabilité. Mais vous avez un autre système qui, lui, va dire, mais non, 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 non. Ce qui est important, c'est pas du tout ça. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas un danger autour, qu'il n'y ait pas une voiture qui te fonce dessus, un trou dans lequel tu peux tomber. Donc c'est un système qui va être, il faut imaginer comme une sorte de petit radar. Ce système, on va l'appeler préattentif. Préattentif. Préattentif parce que avant même qu'on décide de faire attention à quelque chose, il peut intervenir. C'est un système qui est là pour nous sauver la vie. Vous êtes en train de lire dans la rue parce que vous avez décidé que ce qui vous intéresse, c'est de... Voilà, vous cherchez à lire absolument ce texte que vous avez sous les yeux, en traversant la rue. Mais c'est hyper dangereux. Le deuxième système va dire, non, 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 mais oh, ce qui est important, c'est cette voiture qui te fonce dessus, là, ou ce vélo. Tout ce qui est saillant, physiquement, les gros bruits, les choses lumineuses, les choses colorées, etc. Tout ça, ça va stimuler ce système et il va dire, là, il y a peut-être quelque chose d'important. Donc, il va prendre l'attention et il va amener l'attention vers ça. Et il va être couplé au système moteur. Si vous avez quelqu'un qui passe dans la classe ou qui ouvre une porte, l'attention va donc être captée par ce système préattentif, va prendre l'attention, la déplacer immédiatement et en général, il entraîne avec l'attention le regard, la tête, la posture, le corps. C'est-à-dire qu'on se met à bouger dans tous les sens. Et il va lui-même enchaîner, généralement, embrayer directement sur des automatismes. Les automatismes, c'est un répertoire d'actions qu'on a réalisé maintes et maintes fois dans un certain contexte. C'est par exemple, j'ai une bouteille devant moi, qu'est-ce que je fais avec une bouteille généralement? Je la prends et je l'ouvre et je bois. J'ai fait ça des milliers de fois. Bon, ça a été enregistré dans le cerveau. Et ce que ça va faire, ça va créer ce qu'on appelle en anglais, le terme c'est affordance. Je vous donne le terme. A-2-F-O-R-D-A-N-C-E, affordance. C'est le fait que tout ce qu'on a autour de nous incite à faire des actions, à réaliser certaines actions. Les actions qu'on a l'habitude de faire avec. Donc on a comme ça un mécanisme en chaîne qui est quelque chose de saillant. Par exemple, vous êtes face à... il y a une table vide devant vous, puis il y a juste dessus donc une bouteille ou un stylo. C'est saillant, ça attire l'attention. Donc votre regard se positionne, vous regardez l'objet et ensuite se mettent en jeu les automatismes. Et c'est comme ça que vous allez avoir un élève qui voit la trousse devant lui, la trousse ouverte, avec la fermeture ouverte, et fermeture ouverte égale la fermer. Donc il va prendre la fermeture et il va la fermer. Puis ensuite il va regarder sa trousse, elle est fermée. Fermeture fermée égale j'ouvre. Et il va être comme ça dans des petits gestes un peu répétitifs. Ou alors il y a un tube de colle qui va tomber. Tube de colle tombé égale je me lève pour aller chercher, pour aller le ramasser. Un objet tombe, je le ramasse. Et donc ce système il va participer à toute cette agitation que vous avez dans la classe en permanence. Mon voisin, je détecte que son visage se tourne vers moi, c'est saillant, ça attire mon attention, je me tourne, je le regarde, élève face à moi, qu'est-ce que je fais? Je me parle. Donc on va se mettre à parler, et puis ça va assez loin parce que parfois en fait le stimulus qui déclenche en fait qui attire l'attention et qui déclenche le geste, ça peut être une pensée, et le geste ça peut être un geste de parole, de prononciation. Et n'oubliez pas que parler c'est agir, c'est bouger les muscles de la bouche. Donc on va avoir, tout d'un coup j'ai une phrase qui me vient dans la tête, hop, phrase dans ma tête, égale, je la dis. Et donc on va se mettre à bavarder, comme ça, à dire tout ce qui nous passe par la tête. Donc ça, c'est ce système d'automatisme. C'est vraiment, c'est le combo entre le système préattentif qui remarque quelque chose, qui a l'air important, et ensuite le système d'action par automatisme. Donc c'est un grand déstabilisateur de l'attention, mais qui a une fonction, qui est là pour, je vous dis, souvent nous sauver la vie, nous permettre de réagir vite, etc. Donc ce qu'on va dire aux élèves dans l'atoll, on va leur dire, l'automatisme n'est pas mauvais en soi, parce qu'il y a des moments où c'est très utile d'avoir des automatismes. Ton ballon roule sur la route, premier automatisme, c'est ballon qui roule, je vais le chercher. Une voiture arrive, hop, tu remarques, tu t'arrêtes. Deuxième automatisme qui vient contrer le premier. Donc là, l'automatisme, il y en a un qui est inefficace, qui est inutile,
qui est voire dangereux, et le deuxième qui est utile et qui te sauve la vie. On ne peut pas être dans un contrôle permanent de ce qu'on fait. Généralement, on lâche un peu la bride à nos automatismes. Mais voilà, on prend l'image de la sonnette de boulangerie. Sonnette de boulangerie, quelqu'un passe la porte de la boulangerie, ça fait ding-dong. Bon, bah c'est bien, c'est pratique. Hein. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, ça entraîne une réaction. Le système, il détecte qu'une personne passe, tout de suite il réagit. C'est comme ça un automatisme. On détecte quelque chose, on détecte le tube de colle qui tombe, on se lève. Mais quand vous avez une queue avec les gens qui sont coincés dedans, la sonnette de la boulangerie, elle va sonner, et là, c'est un peu stupide. C'est pas du tout adapté. Donc les automatismes, il y a des moments, il faut voir qu'en fonction du contexte, parfois il est utile, parfois il est inutile. Donc il faut savoir adapter, repérer le contexte et adapter son comportement en fonction. L'autre force qui va déstabiliser l'attention, c'est le circuit de la récompense, qu'il faut imaginer comme une sorte de mémoire dans le cerveau de tout ce qui nous a créé du plaisir ou du déplaisir dans le passé. Circuit de la récompense, qui va fonctionner avec ce qu'on appelle la dopamine, dont on commence à beaucoup parler, qui est un neurotransmetteur. Donc c'est un système de mémoire qui est capable donc non seulement de mémoriser ça j'aime bien, ça j'aime pas, agréable, désagréable, mais après de créer des chemins vers ce qui est agréable, désagréable. C'est-à-dire qu'en fait par association, tiens, cet éclair au chocolat était super bon, et c'était dans cette rue, c'était dans cette boulangerie, cette rue, etc. Donc au moment où vous passez devant la rue, il y a un truc qui vous rappelle que il n'y avait pas quelque chose d'agréable par là, petite sensation, et puis mais si, c'était cette boulangerie avec l'éclair au chocolat. Ça vous revient en fait. C'est ce système de trajectoire, c'est le fil d'Ariane. Le but, c'est de nous amener à répéter les expériences agréables et d'éviter les expériences désagréables. C'est encore un système qui est hyper utile, puisque c'est lui qui va vous faire chercher à boire quand vous avez soif, etc. Mais ce circuit de la récompense, il peut également s'emballer, prendre tout le contrôle, et on a un système qui est circuit de la récompense, qui est par exemple très sensible à toutes les récréations digitales, tout ce qu'il peut y avoir comme petits jeux, réseaux sociaux, etc. Donc lui, si on le laisse faire, il va constamment nous amener à être sur notre écran, à faire des petits trucs, du Candy Crush, des tas de choses. Donc c'est vraiment une force. C'est une force qui a tendance à prendre l'attention et l'amener sur certaines choses et à essayer d'éviter d'autres. Donc c'est important que les élèves, en fait, ils apprennent ces forces-là et qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Pourquoi est-ce que mon attention elle n'est pas si stable? C'est normal, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la nature d'être humain d'avoir ça dans la tête. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Soit on laisse le système préattentif et circuit de la récompense décider entièrement des déplacements de notre attention. On devient une sorte de marionnette. Une marionnette qui peut être contrôlée de l'extérieur, n'importe quoi nous fait réagir de façon automatique. On réagit machinalement, on est comme une machine. Est-ce que c'est ce qu'on a envie d'être? Est-ce qu'on a envie d'être des marionnettes et des machines, ou est-ce qu'on a envie de décider vraiment de ce qu'on fait et de ce à quoi on fait attention? Si on a envie de décider, si on a envie d'une certaine liberté, il faut être capable parfois de tempérer l'action du système préattentif et du circuit de la récompense pour que celui qui domine, ce soit le système volontaire. Et ça ne veut pas dire qu'ils doivent être tout le temps en opposition, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime bien et qu'on a décidé de l'être, quand on lit une histoire qui nous intéresse, il y a un alignement entre ce qu'on a décidé de faire, le circuit de la récompense, éventuellement le système préattentif. Il faut simplement reconnaître les moments où ces forces elles sont alignées, celles où elles ne sont pas alignées. Donc là, on est vraiment dans de la métacognition, c'est-à-dire de l'explication de mécanismes avec les enfants. C'est-à-dire qu'ils comprennent ce qui leur arrive. C'est pas rien, parce qu'après, ils vont être capables d'accepter certaines choses qui pourraient être vues avant comme une punition ou disciplinaire. Le fait, tiens, tu veux travailler, j'enlève tout ce qui peut te distraire de ton bureau. J'enlève ton téléphone, j'enlève ceci. Si vous le faites comme ça d'emblée sans expliquer, c'est pourquoi c'est pas juste, pourquoi lui il a le droit, etc. Mais si vous avez expliqué qu'en fait ça crée des distractions qui vont agir sur ces deux autres systèmes et que finalement c'est se compliquer la vie quand on veut se concentrer que d'avoir tous ces distracteurs, c'est beaucoup plus simple d'éliminer ça. Vous avez une adhésion qui est plus grande de la part de l'élève.
Il a l'impression qu'on le prend pour une vraie personne. Mais c'est la théorie, ça reste la théorie. Et le problème, c'est que un élève, surtout jeune, en fait, ça ne va pas lui suffire. On ne peut pas s'attendre des élèves, juste parce qu'on leur a expliqué ça, que du jour au lendemain, ils aient une attention parfaitement stable. La stabilité, il va falloir l'acquérir. Et comment est-ce qu'on acquiert la stabilité? Eh ben, par chance, par l'entraînement et par un parallèle avec le sens de l'équilibre. Le sens de l'équilibre. Qu'est-ce que c'est que le sens de l'équilibre? Le sens de l'équilibre, c'est, vous avez une poutre, hein, c'est quelque chose qu'on va prendre comme dans Atoll comme image, une poutre, un point, un départ, une fin. Et puis vous allez marcher le long de cette poutre. Bah, le long de cette poutre, vous allez être déséquilibré. Est-ce que quand vous êtes déséquilibré, vous allez réfléchir en disant, bon, alors j'ai appris que l'apesanteur, comment ça fonctionne? L'apesanteur, ça va déstabiliser mon corps, ça va avoir tendance à m'entraîner sur le côté, donc il faut que je réagisse comme ça. Bah, évidemment, non. Personne ne fait ça, ça ne marcherait pas. C'est bien de comprendre le problème, mais ce qu'il faut, c'est développer une réelle capacité de réaction hyper rapide. À partir du moment où ce sont des automatismes qui déstabilisent l'attention, il faut les contrer par d'autres automatismes qui sont des automatismes de restabilisation. C'est ça qu'il faut développer. Alors là encore, ça peut paraître un peu abstrait, sauf qu'on a un énorme atout qui est que cette déstabilisation de l'attention, comme je vous dis, très souvent, elle est associée à un déplacement du corps. Même quand c'est le circuit de la récompense. C'est-à-dire que si je pense tout d'un coup à mon téléphone, on dit tiens, j'irai bien sur mon téléphone là, pour regarder 2-3 trucs, il y a une mise en action du corps. Mon regard va aller chercher le téléphone, je vais me tourner, ma main va commencer à bouger pour aller chercher, etc. Donc il y a une mise en action du corps. Exactement comme dans un déséquilibre. Vous avez le corps qui est déstabilisé. Le corps est déstabilisé par les distractions. Donc le jeu, parce que ça va être un jeu, ça va être, une fois que la cible est bien définie, on sait à quoi on doit faire attention, ça va être progressivement de remarquer de plus en plus tôt la distraction à partir de ses effets sur le corps. Tiens, les 25 premières fois, quand quelqu'un bouge dans la classe, je tourne mes yeux et je vais regarder. Donc les 25 fois, je tombe. Bah, la 26e fois, je vais peut-être essayer de ne plus tomber. Ah, non, là, je ne vais pas encore me faire avoir. Donc je ramène, en fait. Donc on va essayer de restabiliser son corps. Et ça, finalement, ce que va développer l'enfant, c'est comme au judo. Vous avez un adversaire en face de vous, ou partenaire, ça dépend comment vous l'appelez. Lui, ce qu'il essaie, c'est de vous mettre par terre. C'est ça qui est rigolo au judo. S'il n'y a personne pour essayer de vous mettre par terre, vous ne faites pas du judo. Donc il est là, il va essayer de vous saisir et de vous faire tomber. Et vous, au début, bah, vous allez tomber. Et puis au bout d'un moment, vous commencez à remarquer, vous le voyez agir, vous dites stop là, je dois réagir comme ça. Vous développez une capacité à réagir à la déstabilisation, à l'action déstabilisatrice. Et donc un enfant qui aborde la classe comme ça en disant bah, je suis en classe, là, pendant 2 minutes, on m'a demandé de garder mon attention là-dessus, sur la carte qui est en train de montrer l'enseignant. Il va y avoir des distractions. Ces distractions, c'est comme la personne en judo, elle va me faire tomber, elle va essayer de me faire tomber, de me bouger. Et ben moi, je développe cette capacité à essayer de remarquer le plus tôt possible que mon attention part pour la ramener. Vous répétez, 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 et à force de répéter, ça devient quelque chose de très concret à entraîner, et on est dans un travail de sens de l'équilibre attentionnel. Et si jamais vous avez la chance dans la classe d'avoir des élèves qui sont particulièrement distrayants, bah c'est parfait, parce qu'en fait, ils vont devenir de véritables partenaires d'entraînement pour les autres élèves. Par leur action, ils créent de la distraction. Et donc, cette distraction, elle permet aux élèves de dire « Ah, ok, paf ». Et puis, voilà, donc c'est signe corporel. Alors, puis vous n'allez pas demander quand même aux élèves de jouer à ce jeu toute l'heure ou toute la journée, parce que déjà, en fait, ça va les mettre un peu en situation de double tâche quand même au début, parce qu'il faut être concentré sur ce jeu de stabilisation de l'attention, puis en même temps sur l'apprentissage. Donc c'est mieux au début de faire par petits moments, dire ok, là on va jouer pendant 30 secondes, 1 minute à ce jeu-là. La cible, elle doit être là, ok, pap. Donc le but du jeu, c'est de rester le plus stable possible. Et puis au bout d'un moment, à force de répéter, on peut allonger et ça devient de plus en plus un réflexe. Et là, c'est quelque chose qui peut commencer à durer dans le temps et à se mettre en place en même temps que d'autres tâches. Mais ça va être la clé. On a même, dans Atoll, on a
on utilise un petit moyen mnémotechnique, il y a plein de petits sigles et tout, les 4 R. R, c'est 1, je remarque. Je remarque que mon attention est en train de partir. Le deuxième R, c'est je ralentis. Tout de suite. Le troisième R, c'est je regarde. C'est-à-dire je regarde où ça va me mener. À partir du moment où j'ai ralenti, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'après tout, ça peut être une bonne idée. Si c'est un copain qui se tourne vers moi, puis si c'est un moment un peu tranquille, bah pourquoi ne pas réagir? Pourquoi ne pas discuter avec son voisin à ce moment-là si ça ne dérange pas? Donc, il y a le fait de regarder les conséquences, où ça me mène tout de suite. Et puis le quatrième, c'est de finir, on réagit. Alors, on réagit soit en ne faisant rien, en disant bah, ok, je me laisse pas distraire, je ramène mon attention, soit on se laisse distraire parce que c'est le moment, c'est pas un problème particulier. Donc ces 4 R, il y a même une image, on dit aux enfants, mais imaginez que vous arrivez à toute vitesse à un carrefour en vélo, parce que vous êtes en train de suivre quelqu'un. Vous devez remarquer qu'il y a un problème, vous remarquez que vous êtes emporté par votre élan. Donc vous remarquez en fait cette aspiration, par la distraction en fait d'une certaine façon, parce qu'il vous, voilà, ce qui vous entraîne. Deuxièmement, vous mettez un petit coup de frein, parce que hop, première chose, c'est de ralentir. Enfin, deuxième chose. Troisième chose, c'est vous regardez. Est-ce que vous pouvez y aller ou non? Après tout, s'il n'y a personne, oui, vous pouvez continuer sur votre élan. Et puis le quatrième, vous prenez votre décision, voilà, vous réfléchissez, est-ce que vous réagissez soit en accélérant, soit en vous arrêtant carrément. Donc c'est des choses en fait très pratiques. Parce que donc il y a un élément théorique de compréhension de ce que sont les distractions, et puis des choses à faire tout le temps. J'ai entendu l'expression marteau-thérapie qui m'amuse, c'est faire rentrer les choses à coups de marteau dans la tête. Il y a des choses qu'il faut vraiment répéter pour que ça ait un effet. Donc, vous voyez, la première chose à répéter, c'est j'aborde une tâche où je ne sais pas bien comment me concentrer. D'abord, quelle est ma cible? Systématiquement, quelle est ma cible? À quoi je dois faire attention? Deuxièmement, c'est mon attention dévie, ok, je ramène tranquille. C'est vraiment cette habitude de développer son sens de l'équilibre attentionnel encore et encore. Est-ce que vous avez des questions sur ce deuxième point? Vous avez l'air très très attentif. Bonjour, vous nous invitez à développer une éducation à l'attention et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il est possible de quantifier d'une certaine manière le volume horaire un peu qui devrait y être associé? Je prends mon exemple personnel, Oui. j'enseigne en lycée, on a des élèves qui ont du mal à se concentrer, ne serait-ce que 5 minutes sur une vidéo complexe j'entends, hein, mais voilà, est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'en travaillant 1 ou 2 heures, ça peut donner quelque chose, ou est-ce que non, en ayant en tête que voilà, on a une diversité d'élèves, que c'est Ouais, bien sûr. c'est pas du temps perdu, mais ça veut dire que si on prend 4, 5, 6 heures pour ce sujet-là, ça veut dire que pour certains, c'est pas forcément utile parce qu'en lycée, on peut considérer que leur attention devrait déjà être meilleure. Oui. Alors, il y a deux choses. Il faut séparer l'élémentaire et collège-lycée. Parce qu'en élémentaire, en fait, l'avantage, c'est que quand même l'enseignant, donc ce qui n'est pas votre cas, l'enseignant a quand même une certaine liberté d'organiser son temps, ses apprentissages, etc. Et pas mal de temps avec sa classe. Là, assez souvent, en fait, moi, ce qui me revient, c'est 1 demi-heure par semaine. Il va y avoir un temps à toll qui permet au fil de l'année d'avancer dans le programme. Et avec, et ça c'est essentiel, un réinvestissement ensuite dans la classe. C'est-à-dire que ce qu'on a vu pendant cette demi-heure, on va après y faire référence ou essayer de l'utiliser dans les autres apprentissages. Quand on a présenté ça au collège, alors c'était plutôt collège, ils nous ont ri au nez, ils ont dit mais vous êtes complètement fous, on n'a absolument pas ce temps-là. Donc j'ai eu une pression très très forte d'un petit groupe d'enseignants au départ qui m'ont dit si ton truc dure plus de 12 heures, c'est même pas la peine. Donc on s'est fixé comme petit défi d'essayer de faire une version en 12 heures et ça a donné la version surnommée ADOL, qui en fait est ado pour les ados et jeunes adultes, qui est donc la version collège-lycée, qui quand même prend 12 heures. Peut-être un peu moins, mais la seule raison pour laquelle ça fonctionne,
c'est parce que justement, après, il y a ce réinvestissement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez... Il faut quand même un petit moment pour parler de la cible. Qu'est-ce que c'est que la cible attentionnelle? Qu'est-ce que ça peut être, enfin, à quoi ça peut ressembler? Donc, il faut un petit moment dédié. Et une fois que ça a été dit, après, c'est plus dans l'apprentissage. C'est un peu une sorte de film transparent. C'est de faire feu de tout bois. Tiens, bah là, est-ce que par hasard, je vois que tu n'es pas du tout attentif ou tu fais attention à ça? Est-ce que tu t'es pas trompé de cible? Est-ce que tu as vraiment une conscience de ce à quoi tu dois faire attention? Donc, c'est vraiment d'aller distiller l'éducation de l'attention dans tout ce qui se passe. Alors, l'idéal, c'est évidemment que ce ne soit pas un seul enseignant pour collège-lycée qui s'en occupe. Quand c'est distribué sur deux, parce que si par malchance, c'est sur une classe de 5e, le professeur d'art plastique qui a 1 heure par semaine qui entreprend de mener Atoll, bon, bah il ne reste plus grand-chose pour faire de l'art plastique. Donc la seule solution, c'est d'arriver comme ça à diluer un petit peu sur plusieurs collègues, éventuellement un qui fait la première séquence, parce que donc on a 10 séquences en élémentaire, et en collège-lycée, c'est plutôt 4. Donc parce qu'elles reprennent, elles réorganisent, etc. Donc un qui fait l'un, l'autre qui fait l'autre, etc. Avec un dialogue. Mais à un moment, on ne peut pas comprimer plus. Ou alors on se dit, bah, cette année, on travaille que sur la cible et la stabilité, et on ne va pas travailler sur le découpage de tâches complexes en tâches simples. Voilà. Donc il y a des choix à faire. Mais je n'ai pas tellement d'autres façons de... on ne peut pas réduire davantage. Vous voyez, on revient toujours au problème de l'éducation, de l'apprentissage du piano. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien que mes élèves, ils sachent jouer du piano, mais en fait, j'ai que 3 heures dans l'année. Bah, vous obtiendrez ce que vous avez mis au départ. C'est-à-dire que vous ferez une sensibilisation à l'attention, mais pas beaucoup plus que ça si vous le faites en 2 heures ou 3 heures. D'autres questions? Ou si vous voulez rebondir. Bonjour, je suis Bonjour. enseignante en maternelle, en moyenne et grande section. Donc, je reprends vos 3 points d'importance au niveau du cerveau, l'attention volontaire, le système préattentif et le circuit de la récompense. Oui. Moi, j'ai un élève de grande section qui décroche très, très vite. Alors, je pensais peut-être au système de la récompense, peut-être que certaines matières qu'il n'apprécie pas ou c'est trop difficile pour lui. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pour ça qu'il est distrait? Ou est-ce qu'on peut parler de défaut d'attention si vraiment il décroche très régulièrement et dans ces cas-là, il s'amuse à jouer avec ses habits, ses mains et il écoute plus du tout. Et je ne sais pas comment l'aider en fin de compte. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que c'est plutôt le circuit de la récompense ou un trouble? Oui. Bah, en fait, c'est alors, quand on parle de troubles, il faut savoir que, vous savez, les troubles, c'est quand c'est diagnostiqué, on demande à la famille, on pose des questions dans telle activité, etc. Éventuellement, il y a un petit test, mais c'est jamais, il n'y a pas une limite qui dit là, il y a un trouble, là, il n'y a pas de trouble. En fait, c'est un continuum. C'est simplement un déséquilibre entre la force ou l'efficacité du système d'attention volontaire et les circuits de la récompense et le système préattentif. Donc, par exemple, l'enfant s'engage dans une tâche ou avec une intention, il veut bien faire. Et puis, au bout de 15 secondes, l'intention qui est normalement maintenue en mémoire par le système d'attention volontaire, elle a disparu et c'est les 2 autres systèmes qui prennent le dessus. Donc, c'est simplement, on pourrait plutôt comparer ça à une difficulté d'endurance ou un manque de stabilité, un moins bon sens de l'équilibre. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est du bon sens. Un enfant qui a une moins bonne endurance, vous allez commencer par lui dire, par exemple, tu cours 100 mètres déjà. Et c'est déjà de courir 100 mètres. Les autres, ils courent 200 mètres, 300 mètres, fiche. Commence par 100 mètres. Puis après, tu marches. C'est comme quand on reprend la course à pied après s'être blessé. On commence par des petits objectifs. Et après, voilà, on va chercher un petit peu plus long, un plus long. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire avec un enfant de ce type-là? C'est s'assurer que quand il aborde une tâche, son intention est très claire. Il sait où il doit placer son attention. Éventuellement, il l'a verbalisé, mais bon, s'il est petit, où il dit, tiens, ton attention, elle doit être là. Ton regard, il doit être là. On peut dire c'est comme une loupe, ou c'est comme un capteur, ou c'est comme un micro, si c'est pour l'audition. Elle doit être là. Et puis, essaye, voilà, au bout de 15-20 secondes, tu y es toujours très bien, magnifique. On félicite, on récompense. On va peut-être essayer un petit peu plus longtemps. Donc, comme ça, que ça devienne un jeu de gagner en stabilité.
Parce que trop souvent, en fait, c'est souvent vu sous l'angle de la punition où je suis nul, enfin, ça crée une dévalorisation. Bon, ça, et puis un rejet, en fait, de certaines activités qui demandent de l'attention stable parce que on sait moins bien que les autres, donc on va avoir tendance à éviter, ça nous met en difficulté. Donc, en fait, c'est de l'adaptation. Comme ça, adaptation, adapter la durée pour essayer de monter tranquillement. Et puis après, on peut, dès qu'il commence à être un peu grand, avoir une prise de conscience de ces forces-là, de qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau. C'est pas que tu es différent, c'est juste que voilà, ton circuit de la récompense, il est peut-être un petit peu trop. C'est un peu. Normalement, ça devrait être ton conseiller, mais en fait, c'est un peu le chef. Et voilà, donc ce discours-là qui permet aussi de déculpabiliser et de transformer quelque chose qui est plutôt dévalorisant, de transformer en une sorte de projet, une voie d'amélioration. Et en faisant que l'élève en fait perçoive ce qu'il a à gagner. Tiens, ah oui, effectivement, tiens, si je fais ça, j'y arrive, j'ai des petits succès. Ce qui me permet d'arriver, il faut quand même que je parle des deux autres points. Il y en a un qui est essentiel, qui est la différence entre attention et concentration. Puis après, je prendrai d'autres questions, hein, si vous voulez. Si vous regardez un plan de métro ou un plan de bus, vous le regardez avec beaucoup d'attention. C'est pas pour ça qu'au bout de 15 secondes, quand vous irez prendre votre bus, etc., vous saurez exactement comment vous rendre de tel endroit à tel endroit. Il y avait beaucoup d'informations, vous y avez fait attention, mais vous n'avez pas retenu l'information qui était importante. C'est pas parce que vous écoutez quelqu'un pendant des heures avec beaucoup d'attention que vous allez tout comprendre de ce qu'il fait, de ce qu'il décrit, etc. En fait, l'attention n'est pas suffisante. Il y a un jeu il y a un jeu auquel on fait jouer, qui est ce jeu où vous mettez, il y a deux personnes qui se font face, il y a une qui a les mains au-dessus et l'autre les mains en dessous, et celle qui a les mains en dessous doit taper sur les mains. Ça s'appelle le jeu de la main chaude. J'ai appris que ça s'appelait comme ça. Et ça, on va utiliser ça dans Atoll pour dire, voilà, on voit bien que quand tu es en train de défendre, c'est-à-dire que tu dois enlever tes mains le plus vite possible, on voit bien qu'il faut que tu fasses attention aux mains de l'autre pour remarquer, percevoir, une nouvelle fois, dès qu'il y a le moindre mouvement, parce que c'est ça qui doit te faire réagir. Donc ta cible est assez claire. Mais tu dois réagir. Si tu te contentes de faire attention, tu vas te faire taper sur les mains à chaque fois. L'attention n'est pas suffisante. C'est très bien de faire attention, mais ce n'est pas suffisant. Il faut en plus ajouter deux éléments qui sont une action. Il faut être actif, il faut réagir à son objet d'attention. Dans ce cas-là, il faut réagir d'une manière qui est très particulière, qui est d'enlever ses mains. C'est la manière dont je dois réagir dès qu'il se passe quelque chose au niveau de ce que je perçois. Donc j'associe une perception avec une manière d'agir, d'accord? Et je rajoute un troisième élément qui est l'intention. J'ai l'intention de ne pas me faire toucher les mains par l'autre. Si j'oublie mon intention, je perds. Si je ne me prépare pas à réagir de cette manière-là précise, je perds. Et si je ne perçois pas bien les mouvements de l'autre, je perds. Par contre, si ces trois éléments sont mis en place, ce triptyque, perception, intention, manière d'agir, alors je suis concentré. Et non seulement je suis concentré, mais ça définit exactement, explicitement ce que je dois faire pour être concentré. Si on me demande ce que je dois faire pour être concentré sur ce jeu, c'est simple, je dois privilégier cette perception-là, avoir cette intention et me préparer à réagir de cette manière-là. Si je le fais, je suis concentré, j'ai rien d'autre à faire. Tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est maintenir de la stabilité. Il n'y a pas de trou. Et donc la différence entre attention et concentration, elle va être là. L'attention, c'est juste la composante perceptive. C'est ce qu'on s'applique à bien percevoir. Se concentrer, c'est mettre en place les trois éléments. Perception, intention et manière d'agir. Il y a les trois composantes. Donc finalement, c'est assez rassurant pour un enfant ou pour un jeune qui ont dit, finalement, tu abordes cette activité. Déjà, on leur dit, et ça c'est un truc qu'ils comprennent très bien, se concentrer, c'est pas crisper les sourcils, etc., avoir l'impression d'être dans le dur. C'est pas ça la concentration. La concentration, c'est régler subtilement son cerveau pour qu'il soit le plus efficace possible pour ce qu'on a à faire. Comment ? En privilégiant cette perception, cette manière d'agir, cette intention. Il y a la tâche. Je règle mon cerveau pour qu'il devienne une sorte de petite machine à bien faire ce que je dois faire.
Conséquence, ça veut dire que dès l'instant où il y a quelque chose que j'aime bien faire dans la vie, n'importe quoi, un gâteau, discuter avec mes amis, tailler les rosiers, n'importe quoi, jouer de la batterie, j'ai intérêt à savoir me concentrer. Parce que j'ai envie de bien faire. J'ai envie d'être le meilleur possible à ce moment-là. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que c'est pas parce que vous êtes concentré que vous allez réussir à tout coup, mais vous êtes dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Et éventuellement même pour apprendre ce qui ne va pas et corriger pour la prochaine fois. Donc tout le monde a envie d'apprendre à se concentrer. Quelqu'un qui n'aurait pas envie, ça ne veut pas dire qu'ils le savent, mais quelqu'un qui n'aurait pas envie d'apprendre à se concentrer, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'aime rien faire bien. Rien. Il n'y a rien dans sa vie qu'il aime bien faire. Et parfois, on aime bien même manger du chocolat. Quand on mange du chocolat, c'est plus agréable de manger du chocolat en étant un peu concentré pour bien avoir le goût, etc., que de penser complètement à autre chose et de même pas remarquer que le chocolat, il est bon ou quoi que ce soit. Quand on écoute de la musique et qu'on aime bien un morceau, on aime bien quand même être un peu pris par le morceau. Donc, en fait, on aime bien se concentrer sur le morceau. Donc, la concentration, c'est vraiment quelque chose que n'importe qui s'il y réfléchit 2 minutes, va essayer de rechercher. Et donc, la concentration, voilà, c'est ces 3 aspects. Donc, ça veut dire que se concentrer, ça s'apprend. Et simplement qu'il va falloir, de la même façon qu'on a mené une réflexion sur la cible, c'est-à-dire le P, la perception, qu'est-ce que je dois percevoir en priorité, il faut combiner ça avec une petite réflexion sur l'intention et la manière d'agir. Ça paraît très compliqué comme ça, mais finalement, il va s'agir simplement au début déjà de repérer 2-3 choses qu'on doit faire tout le temps, qui demandent de la concentration, et de réfléchir à ce PIM. Quel est le PIM efficace qui me convient? PIM, PIM, perception, attention, manière d'agir, qui me permet de me brancher sur cette activité en étant efficace. J'ai parlé d'image mentale. Exemple de PIM. Puisque là, c'est très bien, je vous ai parlé d'un PIM pour une action très corporelle, très physique. Si je vous explique, soit je vous décris un énoncé de maths, soit je vous décris, je vous lis une description dans un roman, soit je vous explique comment aller à la gare, je vais parler. Et il est assez évident que ce que vous devez percevoir en priorité, votre attention doit être sur ma voix, sur ce que je dis. C'est à ça qu'il faut que vous vous connectiez, à ce que je dis. Quelle est votre façon d'être actif? Une bonne façon, peut-être, une bonne manière d'agir, ce serait d'agir mentalement, non pas avec votre corps, mais mentalement, c'est-à-dire en faisant quelque chose, mais en faisant quelque chose qui ne se voit pas de l'extérieur. En transformant, en convertissant les mots que je dis, ou certains des mots, sous forme d'image mentale. Je vous explique comment aller à la gare. Voilà, vous sortez, vous retrouvez sur une place, etc., sur la place de la gauche. Les mots que je prononce, que vous captez avec votre attention, vous les transformez sous forme d'image mentale. Vous les convertissez. Dans Atoll, on va parler de conversion. Vous convertissez une perception auditive, externe d'ailleurs, parce qu'elle est externe dans le sens où tout le monde y a accès, en une perception qui est visuelle et qui est interne. Elle est visuelle parce que c'est des images, et interne parce qu'elle est que dans votre tête. Et vous avez l'intention de vous créer une sorte de petit film mental de toutes les étapes, que vous pourriez raconter à quelqu'un d'autre après. Vous êtes en train d'appliquer un PIM. Perception, intention, manière d'agir. Et c'est un PIM qui vous permet, si vous faites ça, d'être dans la meilleure condition possible pour écouter et comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Donc parfois je blague en disant, si déjà les élèves avaient ce PIM-là et l'utilisaient, vous n'aurez plus jamais à répéter une consigne de votre vie. Consigne, ok, j'utilise ce PIM, d'accord. Que me dit la personne? Mon attention est sur la voix. Ensuite, ma manière d'agir, c'est de convertir sous forme d'image. Et ensuite, mon intention, c'est de me créer un qu'on va décrire après à mon voisin. Voilà, je prends cette habitude. Je vous dis au début pour certaines choses, et puis après, progressivement, on développe cette capacité à se construire ces petits PIM qui dépendent de son niveau d'expertise et qu'on retrouve et qui permettent de se brancher immédiatement sur une tâche et d'être bien concentré. Est-ce qu'il y a de la fatigue? Non. Est-ce que ça fait mal? Non. Il faut juste faire ça, c'est tout. Et après, se pose le problème de la stabilité de l'attention, mais qu'on a un peu réglé ou qu'on a commencé à régler avec ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que peut-être qu'au bout de 15 secondes, vous avez oublié votre attention, votre attention a quitté sa perception pour être sur une autre. Ok,
Dans ce cas, on travaille la stabilité. On essaye 15 secondes, puis 20, puis 30, etc. On va monter. On va détecter les signes qui nous indiquent que ça y est, on est parti. Donc là, on commence à avoir quand même 3 composants du programme qui sont intéressantes. Cette réflexion sur la cible, donc cible, perception, hein, c'est interchangeable. À quoi je dois faire attention? Deuxièmement, mon attention, une fois qu'elle est bien placée, comment est-ce que j'apprends à garder, à avoir de la continuité? Et ensuite, troisième élément, comment j'enrobe tout ça en ajoutant la manière d'agir et l'intention pour être vraiment concentré. Et puis, donc peut-être je prends quelques questions et puis après je vous parlerai du truc le plus simple, qui est le dernier aspect du programme, qui est le découpage en fait de tâches complexes en tâches simples. Je ne sais plus où on en est point de vue heure, mais j'ai qu'à regarder ma montre, vous me direz. Intention, vous voyez, l'intention c'est de connaître l'heure. Bon, ma perception c'est d'aller voir, etc. 11h34. S'il y a un micro qui se balade, n'hésitez pas à me poser 2-3 questions directement et puis on prend toutes les questions à la fin. Pardon, je reprends le micro, je repose une autre question. Vous évoquez le parallèle avec le piano. On sait bien que c'est plus simple d'apprendre le piano quand on est enfant ou quand on est adulte, etc. Donc il y a une question de plasticité cérébrale. Le programme ADOL, le programme ATOL, etc. Est-ce qu'il y a des moments qui sont à privilégier dans le développement des enfants et des adolescents? Il y a, j'imagine, jamais de moment où c'est trop tard, mais il y a peut-être des moments quand même où on est un peu en retard pour faire ces programmes-là. Est-ce que vous avez des conseils sur, voilà, plutôt collège, plutôt lycée? Lycée, il faut vraiment que ce soit au début parce qu'à la fin, on est trop tard, ou est-ce que non, à l'échelle collège-lycée, tous les âges sont d'une certaine manière valables? Alors, c'est pas un problème de plasticité cérébrale, dans la mesure où à chaque âge, en fait, chaque âge va trouver dans le programme des choses qui lui conviennent. Donc les petits, on part de zéro, donc enfin pas de zéro, non, pas du tout de zéro d'ailleurs, parce qu'il y a tout l'environnement familial et compagnie, mais quand même, déjà on a du temps aussi. Les plus grands, eux, ils vont beaucoup mieux saisir les aspects de métacognition, de stratégie, de cibles complexes. Ils vont être capables d'appréhender des éléments qui sont plus puissants dans le programme. La seule réponse que je peux faire à cette question, c'est plus un problème de motivation pour la question de l'attention. C'est-à-dire qu'on a tendance à se trouver confronté, quand on est avec des élèves qu'on prend pas trop tard, mais assez tard, à une sorte de... Enfin, il faut casser des stéréotypes, des idées préconçues qui sont parfois bien ancrées. Le fait que la concentration, c'est fatigant. Donc ça, c'est un problème parce que si on est convaincu de ça, il faut aller à l'encontre de ça. L'association qu'il y a beaucoup entre le niveau de concentration et le circuit de la récompense. En gros, vous avez de plus en plus d'élèves, plus on monte dans les classes, qui vont vous dire, de toute façon, si un truc m'intéresse, je vais être concentré parce que ça m'intéresse. Et si ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas l'intérêt d'être concentré parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a une sorte de couplage très fort entre le niveau de concentration et le niveau de motivation. Et ça, pour aller contre ça, c'est pas très facile. Parce qu'il faut utiliser des trucs, il faut dire, tiens, mais tu sais, même dans les métiers passion, plus tard, il y a toujours des moments où tu dois te concentrer sur des choses qui ne t'intéressent pas. Donc, tu ne peux pas rester dans un mode où ton niveau de concentration est complètement dépendant de ton niveau d'intérêt. Même quand on élève des enfants, il y a des moments qui ne sont pas passionnants, où on fait des tâches un peu ingrates, mais il faut quand même être concentré pour bien les faire. Ou si tu vas chez le médecin et que tu lui expliques ce que tu as, et que ça ne l'intéresse pas parce que tu n'expliques pas de façon assez vivante, tu serais quand même surpris que le médecin se mette sur son téléphone parce que c'est plus amusant. Il préfère se concentrer sur son téléphone que sur ce que tu as à lui expliquer. Donc, il faut quand même un peu plus ramer pour aller en ramener certains élèves qui, de toute façon, considèrent qu'ils n'acceptent de se concentrer que sur des choses qui les amusent ou qui les intéressent. Alors que justement, au contraire, le risque, c'est quand on est coincé là-dedans, c'est de ne rien pouvoir apprendre de nouveau. Parce que quand on apprend des choses nouvelles, souvent, surtout si ça demande un investissement de départ, au début,
bah, c'est pas drôle, il n'y a pas un retour sur investissement, j'ai envie de dire, qui est immédiat. Quand on apprend justement un instrument de musique ou n'importe quoi, au début on galère un petit peu, c'est pas très drôle. Donc si on est vraiment dans un circuit de récompense qui pilote entièrement le niveau de concentration, bah, on va lâcher toutes ces activités. On va être incapable de lire un livre dont les premières pages ne sont pas immédiatement haletantes. On va être incapable de regarder un film qui ne vous prend pas au trip dès les premières images. On est un peu coincé en fait. On est coincé dans un monde qui est assez réduit, petit, et dont on a beaucoup de mal à sortir. Donc c'est plus par rapport à la motivation pour la question de l'attention en général que je mettrais un bémol. Où les petits, quand on leur raconte n'importe quoi sur le cerveau, ils sont complètement ravis. Ça c'est d'expérience, ils adorent. C'est génial. Après ils posent plein de questions sur les cauchemars, la transmission de pensée. Enfin ça part parfois un peu en vrille, mais c'est sympa. Peut-être j'enchaîne sur la dernière partie. Et vous voyez, j'ai réussi à tenir sans aucune diapo et en espérant avoir tenu votre attention. Pour simplement vous faire remarquer que tout ce que je vous ai dit marche très bien. Cette idée d'une intention claire, donc je dois me concentrer, quelle est mon intention, ça me permet de faire le tri entre ce qui est important et pas important, ça me permet de déterminer ma cible. C'est très bien, mais ça ne marche que dans des cas hyper particuliers. Et oui, je suis en train de fusiller tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, qui est le cas où justement, en fait, ce que vous avez à faire est simple. C'est-à-dire très bien, très précis, très concret. Ce que vous avez à faire, c'est l'intention est très claire. Vous voyez exactement ce qu'il faut faire. Or, la plupart des choses qu'on fait ou qu'on demande aux élèves, enfin plus ils grandissent, plus on leur propose des tâches complexes. Si je vous dis de préparer un cours pour demain, ok, quelle est la cible? Vous êtes extrêmement gêné pour répondre parce qu'il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Quelle est votre intention? Alors vous allez me dire, c'est de préparer le cours. Oui, mais ça c'est une intention très vague, ça ne spécifie pas vraiment, très précisément maintenant, tout de suite, dans la seconde, ce qui est important ou non. À quoi il faut faire attention. Ça veut dire qu'en fait, il faut nécessairement passer par une phase de découpage où la tâche complexe, elle va être ramenée à une suite d'étapes courtes où, au sein de chaque étape, l'intention est hyper claire. D'abord, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Donc, et toute la question sur laquelle il va falloir travailler avec les élèves, c'est la question du grain auquel on découpe. Comment on découpe et à quel grain on découpe. Et en fait, ce grain, il correspond à ce qu'on va appeler dans l'atelier les mini-missions. Les mini-missions, une mini-mission, si je voulais vous décrire ça, c'est un truc, à partir du moment où vous avez formulé ce que vous devez faire, c'est immédiat. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous pouvez exécuter cette mission jusqu'au bout sans avoir à vous poser en plein milieu en disant là, je ne vois plus très bien comment agir. Je ne vois plus très bien ce qu'il faut faire. Si vous ne voyez pas très bien ce qu'il faut faire à un moment, c'est que vous êtes dans une tâche complexe et donc vous êtes dans ce qu'on va appeler une maxi-mission. Donc l'idée, c'est de prendre une maxi-mission et de la ramener à une suite d'étapes qui peuvent durer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, peut-être, un peu plus éventuellement. Vous voyez parfaitement ce qu'il faut faire jusqu'au bout. C'est-à-dire que le chemin jusqu'au bout est clair. Alors, on est un petit peu dans de la méthodologie. La méthodologie, souvent, c'est ça. Comment faire une rédaction ou une dissertation? D'abord, lire le titre. Souligner les mots importants dans le titre, etc. Donc, vous allez avoir des étapes qui sont montées, qui parfois correspondent à des mini-missions, mais parfois pas. Parce que j'ai vu un exemple comme ça, où donc c'était très détaillé. Ok, lire le titre. Est-ce que c'est clair pour moi? Oui. Lire le titre, je lis le titre. Je sais ce que je dois faire. Je ne vais pas m'arrêter en plein milieu en me disant, mais comment je lis le titre? Bon, c'est très clair. Ensuite, souligner les mots importants. Est-ce que je sais faire? Oui, je le fais. Toc, toc, ça c'est fait. 5e étape, faire un brouillon. Et là, faire un brouillon, alors c'était une étape dans la méthode, mais faire un brouillon, allez-y, faites un brouillon. Oui, je commence par quoi? C'est pas une mini-mission. Si vous posez la question de savoir par quoi vous commencez, c'est pas une mini-mission. C'est-à-dire qu'il faut le découper en étapes plus élémentaires. Ces étapes, elles vont dépendre d'un élève à un autre. Il y en a qui vont faire très bien tout d'un coup. Par exemple, chercher un mot dans le dictionnaire. Je prends des classes plus. Chercher un mot dans le dictionnaire.
vous avez un élève pour qui c'est une mini-mission. C'est-à-dire qu'il voit parfaitement toutes les étapes, c'est très clair. Enfin, il n'y a même pas d'étapes, c'est j'ouvre le dictionnaire, je regarde le mot en haut à gauche ou à droite. Une fois que j'ai trouvé, je me repère dans l'alphabet, paf, je trouve. Mais pour un autre élève, il va falloir passer par des suites de mini-missions plus simples. 1, trouver le dictionnaire. 2, l'ouvrir sur ma table. 3, effectivement, tourner les pages jusqu'à ce que le mot qui est écrit en haut à droite, en haut à gauche, soit dans l'alphabet juste avant, etc. Ensuite, me déplacer dans la page pour trouver. Vous voyez que le découpage, en fait, peut dépendre d'un élève à un autre, va complètement être différent pour un élève qui est en CP, en CE2, en 6e, en 5e, en lycée pro et compagnie. Mais c'est essentiel parce que c'est ça qui vous permet de ramener l'élève à une situation où son intention est très claire. Et du coup, il peut utiliser des PIM, etc. et tout ce qu'on a dit avant. La notion de cible va être beaucoup plus claire, beaucoup plus facile à définir. Et comment ça se travaille? Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans un programme comme Atoll, c'est vraiment le point qui est le plus facile qui est le mieux intégré, que les enseignants utilisent beaucoup. Par exemple, pour la relecture de dictée, on relit d'abord les fautes de grammaire, fautes d'orthographe lexicale, tel type de faute de grammaire, pas faute d'accord, etc. Donc par étape. Mais ça se travaille d'abord en groupe. On peut faire travailler les élèves par 3 ou 4. On propose une maxi-mission et on leur demande entre eux de réfléchir à comment ils la découperaient en petites missions qui pourraient se confier les uns les autres. Tiens, toi tu ferais ça et puis toi tu ferais ça. Et du coup, l'élève à qui on confie une mini-mission peut dire ah ben non, mais ça, je vois pas très bien comment le faire. Bon, ok, ça veut dire qu'il faut plus découper. Et après, ils peuvent aussi faire ce travail jusqu'au bout, c'est-à-dire d'exécuter les mini-missions. Ou non. On peut faire un travail uniquement de découpage. Juste, on prend un problème et aujourd'hui, on va juste le découper. On fait pas. On va pas les faire, les différentes missions, mais on découpe. Et après, quand l'élève est tout seul, il va jouer en alternant de postures. On utilise moins ça chez le collège-lycée parce que c'est un peu enfantin, mais Maximois, c'est celui qui découpe les tâches complexes. Il voit une tâche complexe, il fait rien, juste il découpe. Et ensuite, il va confier ça à Minimois, qui est lui-même aussi, quand on est dans la posture du Minimois, on sait exactement ce qu'on doit faire, on fonce, on le fait. Il y a même dans Atoll des cartes que les élèves peuvent utiliser, une carte qui est bleue d'un côté, verte de l'autre. Bleu, ça veut dire je suis Maximois. Donc je ne fais rien, mais c'est normal. Je suis en train de réfléchir à ma séquence. Et ensuite, Minimois, si je vois la carte verte, et si vous-même vous voyez un élève qui a une carte verte, vous devez pouvoir, si vous l'interrogez, vous lui dites mais qu'est-ce que tu cherches à faire, il doit pouvoir vous répondre sans hésitation. Et ça doit correspondre à vraiment quelque chose de très clair. Donc cette alternance en fait de posture ne peut pas se retrouver à agir et réfléchir en même temps. C'est vraiment soit on réfléchit à la stratégie, les étapes, soit on agit, mais c'est l'un ou l'autre, et ça évite à l'attention de se diviser. Donc ça va en fait mettre le cerveau dans les situations idéales pour la concentration, comme je vous dis, avec un tri très clair entre ce qui est important et pas important. Et vous-même, en fait, vous pouvez vous l'appliquer, c'est hyper utile comme technique en général. Vos tâches complexes, vous les décomposez en petites tâches simples, etc. Et puis quand on sait faire, une fois qu'on sait faire, je prends le sac de piscine, ça c'est un exemple bateau. L'élève, il n'a pas été à la piscine depuis l'année d'avant, je ne sais pas quand. Fais ton sac de piscine, je ne sais pas, CE2, CM1, voire même 6e, 5e, hein. Ou même plus grand. Sac de piscine, allez, vas-y, fais ton sac de piscine. Instant d'hésitation. Qu'est-ce que je mets dans mon sac de piscine? Où sont mes affaires? Bon, là, on voit qu'il va y avoir un découpage en mini-mission. Mais au bout de 2-3 semaines, le sac de piscine, c'est devenu une mini-mission parce qu'on a en tête tout ce qu'il faut faire. On ne s'arrête pas pour réfléchir à comment découper. Juste, on fonce. Ah oui, d'accord, ok, lunettes, maillot, etc. Pouf, je prends, je mets dans mon sac, terminé. Donc, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas tout à fait dans la méthodologie parce que ce grain de découpage, il peut évoluer avec l'élève. Il évolue en général assez vite en fonction de l'habitude qu'on a à faire les choses. Donc, il ne faut pas rester coincé à un grain parce que aussi d'un élève à un autre, il pourrait convenir à un élève mais pas à l'autre. Voilà pour les mini-missions. Alors tiens, ça me permet de dire que pour les plus jeunes, on a fait avec le réseau Canopé à Lyon des capsules des fondamentaux.
sur l'attention. Vous les trouvez assez facilement. Il y en a une, c'est Lulu qui fait un gâteau pour ses amis. Donc c'est moins pour le lycée pro. Il fait un gâteau pour les amis et justement, en fait, il montre comment il est maxi-moi, mini-moi, il alterne les postures. On a prévu en fait ces petites capsules accompagnées d'une petite feuille d'explication de comment l'utiliser en classe parce que ça permet de faire une introduction à l'attention. J'ai à peu près terminé. Je serais ravi de prendre des questions. Qu'est-ce que je dois vous dire? Si ça vous intéresse, donc vous savez que le programme Atoll, si pour ceux et celles qui aimeraient se lancer, il est disponible gratuitement. Il suffit de laisser une adresse mail et vous pouvez le télécharger. Il existe également en format édité chez Nathan MDI. Ça, c'est si vous n'avez pas envie de si vous avez un budget et que vous n'avez pas envie de tout imprimer. Donc, il y a les deux versions qui remplissent des fonctions différentes. Mais c'est le même programme. Si ça vous intéresse, je pourrais vous passer aussi en fait, j'ai fait 34 vidéos qui sont quelque part sur YouTube. J'ai essayé de ne pas les monétiser pour pas qu'il y ait de pub, mais malheureusement, il y en a. C'est une horreur. Mais qui explique en fait tous les points. C'est une petite vidéo de 10 minutes. C'est pas pour les enfants, c'est pas pour les élèves, c'est pour vous. S'il y a un point ou deux, vous dites tiens, là j'aimerais bien voir comment cet outil, ce système de mini-mission, les PIM, comment c'est utilisé. Vous avez des exemples. Voilà, vous avez Réseau Canopé, vous avez aussi 2 magistères flash pour l'auto-formation qui existent. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui existent. Et puis après, on discutera de façon si parmi vous, certains veulent se lancer dans Atoll, comment établir une sorte de petit réseau, voir entre vous, une petite visio éventuellement de temps en temps pour répondre aux questions. Enfin voilà. J'essaie vu l'heure, je vous balance toutes les informations finales, mais je m'arrête de parler, sauf pour répondre aux dernières questions qu'il pourrait y avoir. J'espère que je ne vous ai pas assommé. On a survécu au format visio, sans diapo, ce qui est, du point de vue de l'attention, ce qui n'est pas une mince affaire. J'entends les estomacs qui gargouillent. Bonjour, j'ai une question. Vous parliez du programme Atoll, mais moi je serais plutôt intéressée par Adol. Et du coup, où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là? Pareil, c'est pareil. Le programme Adol, vous le trouverez sur le site internet. Donc vous tapez site internet, vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche programme Atoll, ATOLE. Vous allez tomber sur le site où on peut vous laisser une adresse. Moi, dès que je prends le temps de valider l'adresse, vous pouvez télécharger. Et donc, il y a le programme. Vous vérifiez bien que c'est celui qui est avec 4 séquences. Vous l'aurez. Et puis, il est sorti chez Nathan MDI si vous voulez avoir le bouquin avec les belles illustrations et tout. Mais c'est la même chose dans les deux. Merci. Bonjour. Petite coupure de son. Oui. Ah, ça marche. Oui. Voilà. Bonjour. On entend souvent qu'il faut multiplier les entrées sensorielles pour mieux capter l'attention des élèves en cours. On voit aussi maintenant une tendance de dire, parce que vous avez montré aujourd'hui, que finalement, faire des interventions sans diaporama, c'est aussi une manière de rendre l'auditoire plus actif dans sa capacité à évoquer les choses, parce qu'elles ne lui sont un peu moins suggérées. Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et puis, quand on multiplie les entrées sensorielles, à quel moment est-ce qu'il y a une charnière? Que dit la recherche entre c'est attrayant et à quel moment ça peut devenir distrayant, c'est-à-dire ça peut écarter finalement l'apprenant de l'objectif d'apprentissage? Je vous dis, pour de multisensorialité, il faut que les différents éléments sensoriels en fait s'appliquent au même objet. Donc là, c'est vraiment l'exemple que je prenais, c'était le son du marteau quand on tape, etc., qui va avec le geste. Dans ce cas, il n'y a pas de conflit. Il faut faire attention à ce que vous emmenez pas l'attention sur un sens, sur certaines choses qui vont pas avec d'autres, parce que là, il y a un choix qui va devoir être fait dans le cerveau. L'aspect multisensoriel, il est intéressant aussi au niveau de la mémorisation.
parce que vous savez que retrouver le rappel d'éléments en mémoire, c'est vraiment comme tirer sur des petits fils. Et plus vous avez de fils possibles, le fil visuel, le fil auditif, etc., plus vous allez être capable en fait de ramener, de réévoquer le souvenir. Puis il y a également un renforcement. Une modalité peut en renforcer une autre. Donc là, ça peut être intéressant. Et donc voilà, il faut juste faire attention au fait que ces différents éléments sensoriels, entrées sensorielles, elles ne se contredisent pas. Elles ne rentrent pas en conflit. Qu'en fait, il n'y ait pas simplement une sorte de panique. C'est OK, l'attention, elle doit être là-dessus ou là-dessus. Et pour ce qui est du rythme, alors effectivement, la raison principale pour laquelle j'ai commencé à ne pas utiliser de diapos, c'est simplement parce que je me rendais compte que mes diapos, elles collaient pas tellement au rythme, pas toujours au rythme de ce que je disais. Je me retrouvais avec une diapo qui correspondait pas à ce que je voulais dire à ce moment-là. Et donc finalement, ça devenait presque une distraction parce que vous aviez un truc qui s'affichait à l'écran. Puis moi, j'avais envie de parler d'autres choses à ce moment-là parce que c'était ce qui me paraissait le plus logique. Donc j'ai une plus grande fluidité comme ça. C'est vrai que je réalise, et même seulement maintenant, en fait, en répondant à votre question, que ça vous oblige, de ce que je dis, évoque des images mentales. Donc vous êtes sur ces images, donc vous êtes forcément attentif parce que l'image, elle n'existe pas si vous ne faites pas attention. Et si en plus je vous montre autre chose, l'image mentale, elle est moins là, elle est moins présente. Il va y avoir une compétition entre l'image que je vous montre et votre image mentale. Alors souvent, ce qui va se passer, c'est que vous lâchez l'image mentale et vous êtes juste dans l'image. Ce qui peut être intéressant aussi, parce que parfois, quand même, ça grave dans l'esprit. OK, cette image-là, je me souviens, c'est quand il a montré ça. Ça ancre aussi le discours à certaines images. Oui, voilà, il était en train de dire ça. C'est vraiment du cas par cas, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de règle absolue à suivre par rapport à ça. D'autres questions, si vous n'êtes pas trop fatigué? Oui, bonjour. Moi, j'enseigne depuis quelques années maintenant et je trouve que les capacités d'attention, de concentration des élèves ont beaucoup baissé. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis plus exigeante ou eux qui ont globalement moins de capacité dans ce domaine. Je voulais savoir si c'était le cas, est-ce que c'était uniquement dû à cette hyper-sollicitation ou s'il y avait quand même d'autres choses sur le fonctionnement de notre société actuelle, l'implication des parents, tous les programmes éducatifs. J'ai élevé des enfants où ils étaient tous super champions tout le temps. Bon, un tas d'autres exemples pourraient être cités qui avaient de l'influence. Et donc, j'ai une deuxième question. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur leur vie future, hein, et sur la société de demain, finalement, avec des jeunes adultes, des futurs professionnels qui auront du mal à se concentrer, à tenir une idée jusqu'au bout, à ne pas parler à tout bout de champ, à pas se lever parce qu'ils ont besoin de se lever, etc., etc. Oui. En fait, ce qui est en train de se passer, et ce pourquoi il faut une éducation de l'attention, elle est centrale, c'est vous avez toujours une balance entre circuit de la récompense et système préattentif aussi, et le système d'attention volontaire en fonction de l'intention. Et dans le cerveau, en fait, vous avez un phénomène quand l'un se renforce, l'autre a tendance à s'affaiblir. En termes de contrôle de l'attention, c'est des vases communicants. Ça, c'est très bien montré. C'est chimique, hein, c'est vraiment une histoire de force de connexion. Certaines connexions deviennent plus fortes, d'autres moins fortes. Et donc, à force d'être dans des situations de sursollicitation du circuit de la récompense, effectivement, il se renforce. Et donc, ça entraîne une sorte... ça le rend plus fort, en fait, tout simplement. Donc, il va être dans la vie de tous les jours, ça va créer une sorte d'appétence permanente pour les contenus très stimulants, immédiatement récompensants et tout. Donc, ça peut se compenser par une prise de conscience du phénomène, c'est-à-dire, ah oui, tiens, mais en fait, c'est ça qui est en train de se passer dans mon cerveau. Donc, je vais quand même prendre l'habitude de résister un petit peu, au moins de ralentir et de ne pas forcément lui laisser tout le temps la main. Ça ne peut passer que par une compréhension des mécanismes. Hein, vraiment, cet aspect métacognitif, éducation de l'attention, qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon cerveau? Ça se passera pas spontanément parce on a toujours tendance naturellement, à moins que ce soit une décision volontaire, à aller vers ce qui est le plus amusant. Enfin, on n'est pas maso non plus. Donc ça va jouer là-dessus. Il y a un autre truc, un autre phénomène qui est calculé par le circuit de la récompense en permanence.
qui est ce qu'on appelle le coût de renonciation. Ça, c'est ce qu'on appelle de la neuroéconomie, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que le circuit de la récompense est aussi en train de calculer ce qu'on perd quand on se concentre sur une tâche à ne pas faire d'autres choses plus gratifiantes. C'est-à-dire que si on est... enfin, c'est très facile à comprendre. Hein. Vous essayez de travailler pendant les vacances et vous avez tous vos amis qui sont à la piscine en train de s'amuser à côté. C'est beaucoup plus difficile que s'il pleut et que tout le monde est en train de travailler. Parce que votre circuit de la récompense est parfaitement... récupère l'information sur le fait qu'il y a des choses... Enfin, vous êtes en train de vous priver d'une récompense potentielle à côté. Donc, plus il y a de récompenses possibles, accessibles facilement, et notamment par le biais de ces petites choses-là, plus le coût de renonciation est fort. Et donc, plus il est difficile de maintenir son attention sur ce qu'on est en train de faire. À moins d'accepter de renoncer. C'est-à-dire que ce soit un choix volontaire et d'accepter de choisir. Et de dire, j'accepte que pendant une demi-heure, il y a plein de trucs, je ne m'autorise pas à les faire. Donc c'est le côté sanctuaire. Mais c'est vraiment une décision volontaire et qui doit être encouragée en fait par l'éducation. Enfin, c'est l'un des rôles de l'école aussi, c'est quand même de placer les enfants dans un cadre où il y a plein de choses qui sont impossibles. Ils ne peuvent pas aller jouer avec leurs copains pendant que c'est l'heure de classe, ils ne peuvent pas aller sur leur téléphone. C'est impossible et ils ne se posent même plus la question. De toute façon, c'est assez intégré que c'est impossible. Ça leur simplifie en fait leur vie mentale. Et ce vers quoi on pourrait aller s'il n'y a pas d'éducation de l'attention, c'est des individus dont l'attention est entièrement manipulée de l'extérieur, c'est-à-dire qui n'ont plus aucune maîtrise sur leur vie mentale, elle est entièrement décidée. Alors décidée par qui? Principalement par des gens qui ont intérêt à alimenter notre vie mentale et à l'occuper, notamment n'importe qui ayant quelque chose à vendre. Si vous avez quelque chose à vendre à quelqu'un, vous avez besoin de son attention. Donc, ça veut dire qu'on va avoir la tête en permanence en train de réfléchir à des produits commerciaux ou des trucs qui rapportent de l'argent à d'autres gens, mais pas à nous. Et incapacité à apprendre des choses nouvelles un peu difficiles qui demandent un investissement, qui ont un coût de départ, un coût d'entrée, un ticket d'entrée, comme on dit. Justement, apprendre la guitare, apprendre le piano, apprendre n'importe quoi, apprendre à dessiner, tout ce qui est pas immédiatement gratifiant dès le départ. Une organisation de la société culturelle différente aussi. C'est-à-dire que, par exemple, les musées changeraient pour que on fasse plus des trajectoires flash où on voit un tableau, tout de suite un autre, tout de suite un autre, tout de suite un autre. Puis il y a un petit endroit où on peut se prendre en selfie avec, comme ça c'est fait. Des morceaux de musique plus courts. Des œuvres musicales plus courtes aussi, des spectacles plus courts, aller un quart d'heure maximum parce qu'après les gens se lassent. Même des sports, vous savez, il y a des réflexions sur le foot, sur le tennis, pour avoir des formats plus courts, parce que les gens, au bout d'un moment, ils ont envie de passer à autre chose. Donc, si on laisse faire, c'est toute notre société qui changera pour être dans une sorte d'autostimulation effrénée, en fait. Donc, c'est évidemment la catastrophe. Et qui peut nous sauver de tout ça? C'est vous. C'est vous, parce que c'est vous qui êtes au contact avec les élèves et vous êtes les soldats de la République. Désolé de vous le dire, mais vous êtes en première ligne et vous avez la capacité en fait d'agir, vous. Parce que si on envisage l'éducation de l'attention dans un cadre de certaines activités annexes, extrascolaires, etc., c'est bien, mais c'est toujours les mêmes qui auront accès. Donc si on veut que ce soit universel, il faut que ce soit fait à l'école, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Donc vous avez une très grande responsabilité. Avec un grand pouvoir, chaque grand pouvoir est associé à une grande responsabilité, comme on dit. J'espère que vous êtes content de ramener ça à la maison avec vous. Déjà que vous aviez quand même quelques petites choses à faire. Voilà une longue réponse mais à cette question passionnante. Et puis, sans parler de l'intelligence artificielle, qui va encore être un autre truc. C'est pourquoi apprendre? On va prendre une dernière question, merci. Allô? Oui. Je suis enseignante en CE1 et j'aurais voulu me lancer dans le programme Atoll. Me lancer toute seule et faire le programme sur une année de CE1, ou est-ce qu'il faut que j'emmène mon équipe, toute l'école avec moi et faire le programme sur plusieurs années? Comment ça se passe en fait? Alors, la règle d'or, c'est qu'il ne faut surtout pas emmener des gens qui ne sont pas motivés. Il faut reconnaître, donc je vous ai dit, c'est quelque chose d'ambitieux, c'est-à-dire qu'il faut que vous preniez conscience que vous allez investir pas mal de temps, mais l'idée c'est d'en gagner après, évidemment. Et c'est de ne pas faire juste de la garderie. Les collègues en gagneront, mais moi, non, si je le fais toute seule. Je vais voilà.
Oui, mais il ne faut pas que vous ameniez des collègues comme ça en disant faut absolument que tu t'y mettes, vas-y, vas-y. Enfin, c'est bien si vous avez une force de persuasion comme ça, mais s'ils ne sont pas vraiment dedans, ça va plutôt être une charge pour eux. Vaut mieux qu'il y ait moins de gens qui fassent Atoll, mais qui soient plus motivés. Ce sera évidemment mieux si vous êtes plusieurs à le faire. Enfin, la configuration idéale, c'est carrément d'animer en binôme. Ça, j'ai vu ça dans des écoles. C'est beaucoup plus léger. N'hésitez pas à prendre le temps de vraiment vous comprendre le programme, mais je pense que je vous ai quand même bien mis le pied à l'étrier. Lire tranquillement, et puis essayer des petites choses dans l'année. Juste essayer un petit bout de la séquence 1, jusqu'à ce que... On est en janvier, hein, ça laisse quand même jusqu'à juin, le temps donc de lire, d'essayer des petits trucs, avec l'idée d'être peut-être prête en septembre. En septembre, vous pouvez quand même vraiment vous lancer là. Alors s'il y a des collègues, c'est mieux, évidemment. Mais on est quand même sur du temps long, il ne faut pas hésiter. Et puis si la première année, vous faites que 5 séquences sur les 10, bah, c'est déjà très bien. Et puis l'année d'après, vous allez remarquer qu'en fait, vous auriez pu aller beaucoup plus vite sur certaines choses. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, les enseignants, la première année, ils essayent de tout faire à la lettre, en disant, oh là là, si jamais je dis un mot de travers, je fais une bêtise et tout. C'est pas l'esprit du programme. Non, l'esprit du programme, c'est vraiment que c'est une imprégnation, enfin vraiment une digestion du programme et qu'après, vous le faites à votre sauce. Donc, vous allez aller plus vite. Alors, peut-être en respectant l'ordre des séquences quand même, parce qu'il y a certaines logiques, mais vous allez dire, oui, mais ça, je peux aller vite, ça, je peux utiliser, je sais pas quoi, la cage de cochon d'Inde, n'importe quoi, comme exemple, ou telle matière, et vous allez aller 2 fois plus vite, au moins. Et puis, au bout de 2-3 ans, ça va devenir vraiment complètement intégré. Il faut vraiment penser temps long, hein. Mais faut pas hésiter, hein. Ça, on va pas se mentir. Mais après, effectivement, moi, les enseignants me disent, mais maintenant, je mets un tiers de temps en moins sur l'année pour faire mon programme à moi d'apprentissage. Je gagne, c'est tout le temps que je gagne. Merci. Il y a un groupe Facebook, ouais, juste un truc, et un groupe Facebook, je sais, sur Atoll. Et je crois qu'il y a pas mal de gens où ça se répond. Si jamais il y en a parmi vous qui sont sur Facebook, moi je ne suis pas, mais voilà, qui permettent aussi d'avoir des infos de ce genre-là. En tout cas, je tiens à remercier Monsieur Lachaud d'abord, et puis l'ensemble de l'assistance. Merci à vous.